Les amis, bienvenue pour l'émission spéciale Moment MMA et UFC Analyse et pronostic. On en avait pas mal parlé. Le but de la vidéo, c'est de vous présenter cette UFC 314 qui va avoir lieu, je le rappelle, dans la nuit de samedi à dimanche à Miami. On va surtout s'attarder sur la carte principale, hein, c'est ce qu'il y a de plus important. On aura peut-être un petit mot des prélims, mais ce ne sera pas la majorité de cette vidéo. Et on vous propose tout de suite de commencer par le premier combat de cette carte principale. Le combat, je pense, le moins excitant, même si on espère qu'on va vous donner envie de vous y intéresser, entre Nikita Krylov et Dominique Reyes. Je rappelle quand même au passage qu'à la base, on était censé avoir la jeune sensation brésilienne de la Fighting Nerds, Carlos Prates, contre le vétéran Geoff Neal. Geoff Neal étant blessé, malheureusement, c'est Nikita Krylov et Dominique Reyes qui ouvriront cette carte principale. Écoute, comment vas-tu notre ami de chez UFC Analyse et pronostic? Salut à tous. Écoute, ça va très bien. Je te remercie de m'avoir invité pour faire ce podcast ensemble. C'est vraiment sympathique de ta part. Avec grand plaisir. Et du coup, on peut commencer avec effectivement Nikita Krylov contre Dominique Reyes. Alors moi, je dois avouer que c'est un combat qui me hype quand même, hein, parce que ça reste quand même des vétérans, des anciens. Donc je vais les présenter rapidement. Alors Nikita Krylov, il est ukrainien, il a 33 ans, 30 victoires pour 9 défaites. Alors sur les 30 victoires, il y a quand même 12 finishes par KO ou KO technique et 16 soumissions. C'est un finisseur et seulement 2 décisions. Pour ses 9 défaites, il a perdu une fois par KO technique, 6 fois par soumission et 2 fois par décision. Alors son dernier combat, ça reste une victoire par soumission au premier round contre Ryan Spann au mois de mars 2023. Il est donc opposé à Dominique Reyes. Reyes, lui, il est américain, il a 35 ans, 14 victoires pour 4 défaites. Sur les 14 victoires, on retrouve quand même 9 finishes par KO technique, 2 soumissions et seulement 3 décisions. Pour les 4 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique au deuxième round au mois de décembre 2024 contre le vétéran Anthony Smith. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1,97 m pour Krylov contre une allonge de 1,96 m pour Reyes, c'est très serré. Et pour les cotes, on retrouve favori l'Ukrainien, une cote à 1,54 et une cote à 2,33 pour l'Américain Dominique Reyes. Alors dis-moi ce que tu penses de ça. Moi, au niveau de la longe, tu vois, j'étais pas sûr de ce que ça allait donner. Les 2 ont l'air assez longilignes. Tu as Dominique Reyes qui est un peu plus épais, donc là, c'est bien d'avoir l'information. Quand j'ai vu ce combat en ouverture de carte principale, j'ai été assez déçu pour être honnête avec toi, parce que Dominique Reyes, même s'il est sur 2 victoires de suite, j'ai l'impression que son temps est passé. Pour la petite histoire, ceux qui sont pas au courant, il a 4 défaites en carrière, il a pris les 4 défaites de suite. Il était arrivé invaincu face à John Jones pour avoir sa chance à la ceinture. Malheureusement, ça ne l'avait pas fait, C'est surtout vrai. que c'était un combat très serré. Beaucoup pensent qu'il s'est fait voler et qu'en réalité, il a battu John Jones. Et après, il a enchaîné les défaites, hein. Jan Blachowicz, KO, KO par Jiri Projaska, KO par Ryan Spann. Je me suis dit, c'est terminé, on ne le reverra plus jamais. Et là, il a réussi à revenir 2 fois de suite, 2 fois coup sur coup en 2024. Il y a eu un break, hein, il n'a pas combattu en 2023. Maintenant, contre Anthony Smith, ok, il a battu Anthony Smith, mais j'ai aussi l'impression que si lui est terminé, Anthony Smith, c'est le niveau du dessus, hein, chez les mecs qui sont terminés, malheureusement, même il a eu une très belle carrière. Donc, je suis pas très confiant pour Dominique Reyes dans ce combat, même si je ne l'enterre pas parce qu'il frappe toujours très fort. Même contre Projaska, il avait été pas mal touché dans ce combat-là. Il avait accueilli, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a accueilli Projaska à l'UFC d'ailleurs. Et malgré qu'il ait été touché, il a aussi réussi à ébranler Oui, à un tout à moment fait. Jiri Projaska. Donc tu peux pas, c'est un gars que tu peux pas te dire ça y est, je l'ai touché, c'est la fin. Non, parce qu'en général, avec sa grosse force de frappe, il est toujours présent. Surtout que Krylov en face, il est assez généreux. Il a tendance à prendre des risques. Donc même si j'ai Krylov plutôt favori, parce que je vois Krylov mixer les choses, je le vois mettre la pression à Reyes aussi dès le début du combat. Maintenant, attention au contre, hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, j'ai Krylov favori. Attention quand même à la force de frappe de Reyes, parce qu'avec le jeu ouvert que peut avoir Krylov parfois, forcément, il va s'exposer à ça. Oui, je suis assez d'accord avec toi et pour dire revenir sur ce que tu disais au début, ouais, c'est 4 défaites, de Dominique Reyes, alors bon, contre John Jones, j'étais un peu sceptique. Je trouvais que le 5e round, John Jones avait mis une pression d'enfer et c'est vrai que c'est important le dernier round, surtout pour les combats de championnat et surtout pour battre quelqu'un comme John Jones. Dominique Reyes était vraiment sur le reculoir et on le voyait vraiment sur les 3 premiers rounds devant, mais c'est vrai que c'était très serré à l'époque. Derrière, il refait la ceinture contre Blachowicz, la ceinture vacante, et il se prend un KO technique. Blachowicz était mais monstrueux dans ce combat-là. Ensuite, il accueille effectivement Jiri Prochazka et ça avait été Jiri avait été d'une agressivité, il n'avait pas laissé respirer Dominique, c'était impressionnant.
Et là, moi, où vraiment je m'étais inquiété pour Reyes, c'était contre Span où je pensais qu'il pourrait revenir. Il se prend un KO contre Span où il se fait complètement éteindre. Et là, je m'étais dit: «Il est terminé». Il a pris une longue année effectivement en 2023 sans combattre. Ça lui a dû lui faire du bien parce que contre Jacobi, il a eu l'impression de se faire toucher, puis au final, c'est Jacobi qui a ouvert le jeu et qui s'est pris un énorme contre la cage. Contre Smith, comme tu disais, c'est vrai que c'était pas rassurant non plus. Smith, il a l'air d'être un peu rincé aujourd'hui malheureusement, le vétéran, et de se prendre, beaucoup de défaites d'affilée alors que Krylov, donc Dominique Reyes, je j'ai moi j'espérais le voir revenir à son plus haut niveau, et même s'il est sur 2 victoires, j'ai encore des doutes effectivement sur sa capacité à ne se faire toucher, à encaisser des grosses frappes. Et Krylov, bah, une pause de 2 ans, je ne sais pas exactement pourquoi, j'imagine peut-être des blessures, peut-être aussi la guerre en Ukraine vu que c'est un Ukrainien, donc il est peut-être parti, peut-être comme beaucoup de sportifs, il y en a plein qui sont allés au combat de ce que je sais. Alors je ne sais pas, j'ai pas envie de m'avancer sans savoir, mais il était quand même sur 3 belles victoires d'affilée contre des très gros noms. Gustafsson par KO en 2022, Volkan Ozdemir par décision en 2022 également, et Ryan Spann, par soumission du coup, en 2023. Et depuis, bah, plus de combats malheureusement. Alors il a eu des défaites effectivement Krylov, mais c'est que contre le plus haut niveau, contre Paul Craig par soumission. Quand on sait que le champion Magomed Ankalaev a sa seule défaite, c'est contre Paul Craig par soumission, on peut pas en vouloir à Krylov. Ankalaev, donc par décision juste avant aussi. Il avait perdu contre Glover Teixeira, sinon en 2019, et Jan Blachowicz, et je mettrais ça sur sa jeunesse à l'époque. Il avait peut-être 27-28 ans encore seulement, affronter des gars comme Blachowicz et Teixeira qui sont devenus champions par la suite. C'est pas vraiment honteux, sinon des belles victoires contre Ovis Saint-Preux aussi. Donc il a quand même un très beau parcours, Nikita Krylov, et j'espère, comme on en parle assez souvent en ce moment, le ring rust. Beaucoup de combattants disent qu'ils n'y croient pas, hein. La dernière fois, on avait un combattant qui disait, je me souviens plus de son nom, qui n'y croyait pas. L'Islandais Gunnar Nelson, ça me revient. Et au final, bah, j'ai eu l'impression quand même, dans le troisième round, ça avait été compliqué pour lui. C'est ça. On a aussi Dominique, Cruz, hein, souvent qui a dit que lui ne croyait pas au ring rust et cetera. Ça voilà, c'est une question de point de vue. Je pense que c'est aussi, comment tu te situes mentalement. Je pense que ça joue beaucoup, hein. Quand tu re-rentres dans la cage et tu pas sûr à 100 de toi, là, le ring rust peut-être va encore plus apparaître. En tout Ouais. cas, c'est ce que je pense. Triple C aussi, hein. Oui, oui, bien sûr. Et puis j'avais noté des choses assez drôles, hein. Tu as parlé, sa défaite contre Paul Craig. Est-ce que c'est pas un signe? Parce que beaucoup de grands de la catégorie ont perdu contre Paul Craig, Magomed Ankalaev, mais aussi Jamal Hill, hein, qui a été champion avant. Ça m'a fait sourire. Ouais, Et puis, contre Blachowicz, parce que Nikita Krylov, faut savoir, c'est un gars qui n'hésite pas à aller au sol, qui n'hésite pas à mixer les choses. Quand il te touche debout, il n'hésite pas à te plonger dans les jambes, pour essayer de te soumettre ou de te finir en grand pound. Et pourtant, il s'est fait soumettre par Jan Blachowicz. Bon, Blachowicz, quand on parle du sol, c'est pas non plus, la référence ultime, même si on peut me dire qu'il a dominé Israël Adesanya c'est comme vrai. ça, hein. Je veux bien l'entendre. Et puis Ouais, contre Ankalaev, je sais pas ce que tu penses de ce combat, mais il avait été très loin d'être ridicule. Je pense même qu'il prend le premier round, et ensuite Ankalaev a beaucoup joué sur le fait de le coller à la cage et cetera, mais lui avait très bien résisté. Et franchement, quand le combat s'arrête, tu te dis: «OK, Ankalaev a gagné», ouais, mais là, tu as peut-être 2 mecs qui peuvent se retrouver au sommet dans quelques années, tu vois? C'est quelque chose qui était envisageable. ouais, c'est vrai. Il avait su égrener le temps, Ankalaev, et l'expérience aussi, je pense. Et encore, c'était il y a 4 ans, hein, il a que 33 ans, donc il avait 29 ans. Il a dû prendre de l'expérience, Nikita Krylov, mais c'est vrai qu'il y a quand même 2 doutes, dans ce combat. Ça reste quand même Dominique Reyes et son menton, Totalement. même s'il a prouvé sur les 2 derniers combats qu'il a pris des frappes et que ça avait l'air d'aller. Et Krylov, c'est l'absence, le ring rust, 2 ans, mais bon, ça reste toujours, des questions qui nous font réfléchir et qui laissent la place au doute par rapport à la prestation qu'ils vont être capables de faire dans la cage ce soir-là, du coup. Ouais, ouais, complètement. Et moi, par contre, ce qui me donne un petit espoir, c'est que Krylov, il commence toujours très fort. Moi, je suis prêt à parier que dans les 15 premières secondes, il va envoyer une furie, sur Reyes. Il suffit que Reyes le contre, et là, je pense que le combat peut s'enflammer totalement dès le début. Ce que je voudrais pas, c'est avoir 2 combattants sur le reculoir. D'un côté, Krylov qui craindrait la puissance de frappe de Reyes, et de l'autre, bah, Reyes, hein, comme on sait pas trop où il en est mentalement, il a parfois un peu du mal à déclencher. Ça pourrait donner un combat assez chiant à suivre. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que Krylov, peu importe qui est en face, même quand il a affronté Blachowicz, qui est connu pour son striking, ou encore d'autres, hein, il n'hésite pas à y aller, il n'hésite pas à frapper, il n'hésite pas à prendre l'initiative. C'est vrai, Contre Ozdemir, c'était pareil, contre Gustafsson, il a aussi affronté Johnny Walker. Donc je me dis que lui, je pense qu'il a une grosse confiance en lui, et que, OK, il prend des risques, mais ça peut aussi, bien sûr, être sa force, hein. Surtout dans cette catégorie, où il y a de la tout place. à fait.
Ouais, c'est vrai que c'est moi, j'ai vraiment juste des doutes sur son ring rust, hein, le dans quel état il va être dans la cage ce soir-là, vu que ça fait 2 ans. C'est vraiment les questions qui le doute qui me laisse, qui fait que j'hésite un petit peu avec Dominique par rapport aux cotes aussi pour le choix. Dominique n'est pas favori, une belle cote à 2,33, mais c'est vrai que c'est risqué quand même. Après, Dominique est gaucher aussi. Préciser que c'est un gaucher et que du coup, il a la garde inversée et sa gauche, bah, du coup, contre les droitiers, c'est une arme très dangereuse, mais je reste quand même, 50-50 sur ce combat-là, hein. Ouais, ouais, et puis moi, je sais pas toi ce que t'en penses, mais juste pour conclure là-dessus, moi, quand je vois Dominique Reyes, ça me fait toujours penser à une époque où on avait Reyes, on avait Ozdemir, on a Projaska qui est arrivé ensuite, on avait Rakic et on avait tous ces gars-là qui incarnaient un peu la nouvelle génération des poids lourds légers qui allait arriver, peut-être pour prendre la place de John Jones, qui allait être l'après Daniel Cormier. On a Jones et Cormier qui avaient quand même, squatté le haut du classement pendant un bon moment. Et pour moi, ces gars-là, les Ouais, Reyes, les Rakic, c'était les nouveaux qui allaient arriver, qui allaient s'affronter, qui étaient tous capables de mettre des KO ouais. de dingue. Et là, aujourd'hui, franchement, quand tu fais le Et au bilan, final, c'est des vétérans, hein. C'est des vétérans qui ont pris la place, de John Jones derrière, hein. C'est pas eux au final, hein. Cette exactement, nouvelle c'est dingue, génération, elle hein. a été stoppée par Blachowicz, Par c'est assez drôle Palakovic, effectivement, Teixeira, ouais. non, non, c'est vraiment dingue, hein. Le seul aujourd'hui, je pense qu'il est encore dans la discussion, c'est Jiri Projaska. Maintenant, vu qu'il a déjà Ouais. pris 2 KO par Pereira, bon, bah, ça a un peu cassé le truc quand même, hein. Faut être assez Oui, honnête c'est avec vrai, ça. mais le fait que la ceinture ait changé de camp, du coup, Oui. maintenant, et que Proraska, bah, il a été un heel dans un combat qui a été assez spectaculaire, je pense qu'il peut encore, il peut avoir sa chance au titre, c'est une possibilité. Surtout qu'Ankalaev a l'air intéressé en plus, si jamais il bat une deuxième fois, Alex Pereira, bien sûr. Ouais, ouais, complètement. Ça peut la catégorie pourrait retrouver un peu d'intérêt, hein, le fait que moi, je trouve qu'elle l'avait parce qu'il y avait Pereira tout là-haut et qu'on aime le voir combattre, on aime ce qu'il amène, les médias, sont beaucoup autour de lui. Donc lui apportait quelque Ah ouais, chose, mais la catégorie, ça manque de noms qui font rêver, hein, très très sincèrement, c'est plus ce que ça a été. Quand tu sais que c'est la catégorie qui a fait les c'est vrai, grandes heures de l'UFC, là, on voit que ouais. le ça a tourné, hein, la roue a tourné. Ouais, c'est vrai. Les Shogun, Machida, et tous ceux qui étaient avant John Jones, en fait, hein, tout simplement, hein. C'est vrai que Complètement, complètement. John Jones les a tous battus quand il est devenu champion et après ça c'est vrai que ça la catégorie, c'est lui qui l'a dominé pendant tellement longtemps que ça on avait perdu un petit peu d'attrait pour cette catégorie à cause de ça, quoi. C'est ça et là, les gens qui n'aiment pas John Jones vont te dire: «Bah, tu vois, il a détruit cette catégorie et là, il est chez les lourds, il est en train de la bloquer et pour l'instant, il est en train de la détruire aussi, pas dans l'octogone, mais Ouais, pour tout ce qu'il y a autour, pour son inactivité». Tu vois? Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre ouais, aussi, ouais, bien sûr. ouais, C'est un autre sujet, mais complètement, tout à fait. donc écoute, pour ce combat-là, je pense qu'on a bien fait le tour. On a dit ce qu'il y avait à dire, hein. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est que Krylov, il y a le ring rust. Par contre, on l'a favori, mais attention à la Mmh. grosse force de frappe de Mmh. Reyes. Par contre, lui, Reyes, pour le coup, son menton, C'est ce c'est que je peut-être pense, ouais. un peu effrité. Donc maintenant par contre, je vois pas Reyes envoyer un takedown, tu vois? Je sais pas ce que tu en penses? Non, je pense pas, effectivement. Reyes, on l'a rarement vu envoyer des takedowns dans sa carrière, alors que Krylov, lui, tout est possible, hein. Il peut t'envoyer un enchaînement, un takedown. Il a un beau MMA bien lié, je trouve. Il a des bonnes transitions. Est-ce que ça sera suffisant à atteindre le sommet de la catégorie? Je sais pas. Bah, je pense qu'il peut mixer, hein. Bah, contre Reyes, il devrait mixer, Krylov, en tout cas, hein. Je pense que ça peut être un avantage pour lui d'aller mixer et d'aller fatiguer, Reyes de cette façon, hein. Mais bon, Reyes, pour l'emmener au sol, c'est pas une mince affaire non plus, hein. C'est ça, ce serait une bonne idée, hein, parce que comme je te le disais, Reyes, même touché, il peut t'envoyer un contre et renverser la table. Il l'avait fait contre Projaska. Alors, il s'était pas imposé, mais il avait fait mal à Projaska sur un coup. En face, est-ce que le menton est le même que celui de Projaska? Je suis pas convaincu, quoi. Ouais, 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 il l'avait durement touché, ouais. Donc écoute, notre prochain combat, si tu es prêt, si tu veux qu'on passe à autre chose, c'est Yair Rodriguez, qui va accueillir, Patricio, Pitbull Patricio Freire à l'UFC. Je te laisse nous présenter les 2 combattants, puis ensuite, on va en débattre tous les 2. Alors, je suis en train, ouais, de les effectivement, de redécouvrir la carte. Alors c'est vrai que Yair Rodriguez, c'est un combattant intéressant aussi contre, Frère, parce que Frère, bah, il débarque, tout frais du Bellator. Du coup, c'est un combat intéressant parce que les débuts à l'UFC, c'est jamais facile. Même si, on se rappelle que Michael Chandler, il avait très bien réussi ses débuts. Ça avait été une formalité même, j'ai envie de dire, pour lui. Donc, on va découvrir ça. Alors, hier, Rodriguez, donc il est mexicain, il a 32 ans, 19 victoires pour 5 défaites. Sur les 19 victoires, 8 finishes par KO technique, 5 soumissions et 6 décisions. Pour les 5 défaites, il perd 3 fois par KO technique, une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, donc c'est une défaite contre Brian Ortega au troisième round au mois de février 2024. Il est donc opposé à Patricio Pitbull, qui est un Brésilien, il a 37 ans déjà.
36 victoires pour 7 défaites. Sur les 36 victoires, 12 finishes par KO technique, 12 soumissions et 12 décisions. Et pour les 7 défaites, il perd 2 fois par KO technique, une fois par soumission et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire donc au Bellator, au troisième round, par KO technique contre Jeremy Kennedy. C'était au mois de mars 2024. Pour ce qui est des allonges, j'étais pas encore dessus, j'y arrive tout de suite. Alors, il y a Rodriguez, il a une allonge de 1,80 m tout rond. Et on va regarder pour son opposant, Patricio Ça va être Pitbull, moindre, hein, j'arrive à mon dessus avis, tout de là. suite. Il a une allonge de 1,66 m. Ah ouais, je Ouais, vois l'écart, hein, 1,66 m, hein, beaucoup moins, hein. totalement. Déjà, quand Et tu les vois face à pour face, les cotes, on retrouve favori du coup, bah, il y a Rodriguez. Je suis pas étonné qu'une cote à 1,48 et une cote à 2,48 pour Pitbull. tout à fait, je pense que c'est logique, hein. C'est logique d'avoir Rodriguez favori. Rodriguez, il sort de sa défaite, comme tu l'as dit, face à Ortega. Pourtant, il avait commencé très fort, hein. Je donnais pas cher de la peau d'Ortega après les premiers instants du Ah! combat. Ouais, ce premier round, Maintenant, ouais, il a complètement, survécu. hein. Il a survécu et il a fait ce qu'il fallait. Surtout que c'était une revanche entre les 2. Bon, le premier combat, je sais pas si ça compte vraiment. Il y avait eu blessure d'Ortega, assez rapidement dans le premier round, en fin de premier round Ouais, à peut-être. l'épaule, ouais. Donc voilà, on était resté sur notre faim, hein, bien À sûr. l'épaule, ouais. C'était au premier round, ouais. Moi, ce que j'ai noté, hein, c'est que Rodriguez, il a tout intérêt à garder Pitbull à distance. Il a un très bon jeu de jambes, Rodriguez. Il bouge beaucoup, il sait toucher, ressortir, etc. En plus, il envoie des jambes qui sont extrêmement explosives, extrêmement Ouais, puissantes, donc pas surtout le forcément premier round. faciles à saisir. Ouais, surtout au premier Ouais, round. c'est Je vrai. suis d'accord avec Ouais, toi. je lui donne Alors, l'avantage effectivement en striking à Rodriguez aussi, hein. Je pense que déjà la longe et les déplacements peuvent lui permettre de se garder ses distances avec Pitbull. Après, Pitbull, il sait casser la distance aussi, ça reste, une force de c'est la ça. nature, hein, il y a beaucoup de punch. Même si je trouve que Pitbull, hein, sur son dernier combat notamment, il a pas impressionné, hein. Très sincèrement, il s'impose. C'est pareil pendant le combat, je le voyais pas s'imposer. J'avais l'impression que son adversaire, hein, le Canadien, était en train de prendre de l'avance, prendre de l'avance. Il a réussi à s'ajuster, hein. C'est aussi son expérience, je pense, qui lui a permis. Ouais, c'est un Yair, vétéran, hein. c'est ça, totalement. Tu as donné son nombre de combats. C'est quoi? C'était 39 victoires, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est 36. 36 Ouais, victoires, cette défaite. C'est quand même assez il a plus de impressionnant. 40 combats et puis énormément de finish, hein, 24 finish, hein, c'est un finisseur, hein. Et puis complet, 12 KO, 12 soumissions, Ouais, donc ouais, tu peux pas dire grand-chose. Maintenant, dans son dernier combat, il a pas mixé les choses, hein, franchement, il est resté à chaque fois sur des phases soit de pied-point, soit autre. Mais j'espère vraiment qu'il va être dans une meilleure forme, qu'il va proposer autre chose, parce que Rodriguez en face, même si je pense que la force de Rodriguez à ses débuts à l'UFC, c'était sa confiance en lui. Il battait tout le monde et avec son style en plus, hein, ses coups de pied retournés, ses coups de poing sautés et cetera, il pouvait surprendre n'importe qui. Quand il a pris sa première défaite face à Frankie Edgar, je pense que ça lui a remis un peu les pieds sur terre. ouais, Ensuite, bah, en il a perdu contre 2017, ouais. Max Holloway. C'est ça, tu perds contre Max Holloway suite à ça, mais bon, Holloway, c'est quand même pas n'importe qui. Holloway battait tout le monde. Il était gatekeeper de Volkanovski Ouais. à ce moment-là, Max Holloway, hein. Gatekeeper de la Donc ceinture, c'est ouais. pas c'est ça totalement. Et puis même contre Volkanovski, bah, après c'est pareil, tu tombes sur un combattant ultra complet capable de mixer les choses. C'est très compliqué. Maintenant, j'ai vu une interview de Patricio Pitbull dans laquelle il explique que si il ne joue pas le jeu de Rodriguez, c'est-à-dire s'il arrive à casser la distance et l'amener au sol, le bloquer au sol, lui mettre du ground and pound, c'était la voie de la victoire pour lui. Je suis entièrement d'accord, surtout que Rodriguez, il a tendance à accepter de prendre des takedowns parce que je pense qu'il est confiant en son jeu au sol, il est confiant sur ce qu'il peut faire sur le dos. On l'a vu soumettre Emmett, hein, lui mettre un beau triangle, et je pense que ça peut lui porter préjudice, hein. Déjà, ça avait été le cas contre Volkanovski, il avait accepté d'être amené au sol. Malheureusement, il n'avait pas réussi à soumettre Volkanovski, donc il avait perdu des points. Et j'ai peur que ça Ouais, il soit la avait même pris des chose contre grosses Pitbull, frappes, tu hein. vois. Ah, contre Ouais, il avait pris des Volkanovski, il grosses s'était frappes. fait rouler dessus quand même, hein. Le takedown de la fin, oh là là, c'était impressionnant. Mais contre Emmett, c'est vrai que sur le dos, Pitchoch Emmett, il a que 4 défaites dans sa carrière, donc c'est très difficile à finir. Mais bon, après, au sol, contre Ortega, il s'est tellement fait dominer, Rodriguez, dans le troisième round, et dans le deuxième, que je me dis: «Bon, une fois sur le dos, contre un bon grappleur puissant comme Frère, ça me paraît compliqué pour Rodriguez, hein». Et s'il se fait dominer au sol comme ça, Surtout que Pitbull, il est compact, hein, donc pour le bouger, ça va pas être facile. Avec son expérience, s'il sent qu'il y a un danger, il est capable, je pense, Pitbull, de pas bouger, de laisser passer le temps, égrener le temps, marquer des points. Tu vois, pour le mental de Rodriguez, ça peut ne pas être bon. Maintenant, je te dis, hein, si c'est le Pitbull qu'on a vu dernièrement, je pense qu'il va falloir être un peu plus explosif, un peu plus couper les angles, un peu plus agressif, sans trop se découvrir, parce qu'avec une telle différence d'allonge, tu peux vite te faire toucher, même si dans sa carrière, je pense qu'il est habitué à ça, un Pitbull, bien sûr.
Moi, tu vois, je vais avoir Yair Rodriguez en favori quand même, parce que je pense que Pitbull est sur la pente descendante. Je ne le vois pas avoir le même destin que Chandler, parce que tout le monde fait le parallèle, bien sûr. Chandler est arrivé du Oui, Bellator, il nous a collé un tout à KO à fait. Dan Hooker, de dingue, tout de suite sa chance pour le titre et puis maintenant il est toujours à un combat d'avoir une chance pour le titre. Je ne vois pas Pitbull faire la même chose. Franchement, je peux me tromper, peut-être que je sous-estime un peu trop Pitbull, un peu trop ce qu'il a fait dans l'autre ligue, hein, au Bellator, Ouais, puis il avait parce que même comme on le perdu au dit, il a Rizin, battu en c'est 2023. Il a ça! pris un gros KO, au premier round, en à peine 2 C'est minutes. exactement ce que j'allais dire. Il a perdu au Rising et avant ça, il avait aussi perdu contre Sergio Pettis, Ouais, au le petit frère Bellator, donc il de était sur 2 ouais, tout défaites à de fait. suite. Donc moi j'ai Yair Rodriguez vraiment favori. Maintenant, il va falloir que le jeu de jambes soit au rendez-vous et peut-être aussi c'est 3 rounds, c'est pas 5 rounds. Donc je pense que Rodriguez, il a les 3 rounds dans le réservoir. Pitbull, je me fais pas vraiment de soucis pour lui à ce niveau-là, Ouais, mais je ça va pense pas être des que quand débuts même, faciles, hein. je me dis justement vu que c'est en 3 rounds, j'ai peur qu'il passe du temps sur le dos Rodriguez et après il pourrait trouver la Et oui, soumission, mais il a été soumis qu'une seule fois dans sa carrière, donc ça va pas être simple, hein. C'est quand même non, un non, je un suis très bon d'accord avec toi. combattant. C'était contre Hadji Makki en 2021 et ça me paraît quand même Qui est pas encore très n'importe serré, qui. hein, ce combat-là. Mais c'est vrai que j'aurais plutôt légèrement favori Rodriguez, mais j'ai des gros doutes sur le fait qu'il se fasse, maintenir au sol, contrôlé par la puissance de Frère, sans que ce soit spécialement spectaculaire et du coup qu'il perde du temps comme ça malheureusement, qu'il perde des points et que ça lui fasse perdre peut-être 2 rounds sur 3 et voilà. J'ai des doutes sur Rodriguez parce que je l'avais favori dans ma tête contre Ortega. Je me disais qu'au premier round, il pouvait faire quelque chose. Il a failli le faire dans le combat, mais malheureusement, une fois que c'était passé, qu'il s'est retrouvé sur le dos, c'était plus du tout la même. Et après, bah, il a fait que subir, subir. Bon, après, Ortega est un monstre en grappling, mais voilà, je pense on a vu les faiblesses de Rodriguez à ce moment-là. Et si Pitbull il travaille là-dessus, normalement, je me dis qu'il peut le gêner, il peut vraiment le gêner sur le grappling. Et c'est possible effectivement qu'on se voit sur une défaite après avoir perdu 2 rounds et qu'il perde par décision. J'ai peur de ça. C'est ça, hein, je pense que de toute façon, toute l'intrigue de ce combat, c'est est-ce que Pitbull va réussir à lui mettre la main dessus et à casser la distance avant de se prendre un high kick, avant de se prendre un front kick, de se prendre une petite fantaisie comme ça aussi qui peut sortir de nulle part, un coup de pied retourné que tu vois pas venir et ça n'importe qui peut se faire cueillir, surtout Ouais. contre Rodriguez, un spécialiste dans le domaine. Donc moi, je vais plutôt Ah, pencher avec Rodriguez. ouais. Je pense en début de combat, Rodriguez aura l'avantage, effectivement. Il devrait avoir l'avantage en début de combat avec sa vitesse, mais bon, passer ce premier round, s'il n'arrive pas à finir frère, je suis inquiet quand même. Je dois pas le cacher que je suis assez inquiet pour la décision et vu que Rodriguez m'a déçu, enfin pas déçu, mais je l'avais choisi sur son dernier combat, j'ai peur de repartir sur lui en favori à Ouais, je ce moment-là comprends. aussi à cause de ça, hein. Je comprends, je comprends. Et autant par contre ce combat-là, il est intéressant parce que tu vois le Krylov contre Reyes, bon bah si Reyes gagne, on sait que Krylov ça y est, c'est mort pour le haut du panier, tu vois? Je pense que voilà, ça aurait été la limite pour lui. Si c'est Krylov qui s'impose, il peut monter dans les classements, mais il y a longtemps avant qu'il arrive au sommet, je pense. Alors que tu vois, ce combat-là, Yair Rodriguez, il a un combat d'avoir sa chance. Pitbull, s'il fait une prestation de dingue, l'UFC est encore capable de le faire passer devant Evloev. Je pense que c'est quelque chose de possible. Donc là, l'intrigue, au-delà du sportif, hein, on va dire l'histoire, le storytelling autour est très intéressant parce que ça peut faire bouger les choses au sommet de la Ouais, c'est vrai. catégorie. Donc là, on va rentrer dans des discussions, d'après moi, très intéressantes. Euh, Yair Rodriguez, personnellement, je le vois pas. Maintenant, Volkanovski, comment va revenir? Ouais, là, on va savoir. On a vu dans le premier combat que Ouais, Volkanovski était quand même bien au-dessus, même si Rodriguez a réussi à le toucher, à faire de belles petites choses, à mettre un peu de doute. Et puis Lopez, en fait, si tu fais un Lopez Rodriguez, j'avoue que c'est un jeu qui va être très ouvert. C'est un combat qui serait très spectaculaire pour le coup. Mais dans les deux cas, ouais, l'UFC va se complètement. frotter les mains d'après moi, hein, parce que soit ils ont Pitbull qui arrive, qui renverse tout, et là ils vont te le marketer à fond, l'ancien champion d'une autre catégorie, une autre promotion qui arrive. C'est vraiment un narratif qui est très bon d'après moi pour l'UFC, qui peut l'être Ouais, beaucoup moins pour c'est Movsar Evloev intéressant, par c'est contre. vrai. Ah ça, bah, oui, oui. Oui, bah, malheureusement, le spectaculaire, hein, passe toujours avant, la performance, hein, malheureusement, C'est ça. mais bon, on sait que moi, il y a Rodriguez, je dois avouer que, voilà, je pense que cette ceinture intérim qu'il a eue sera sûrement la seule qu'il va avoir autour de la taille. Je le vois pas devenir champion dans un futur proche, j'y crois pas. Surtout que Je moi, je pense l'ai pas qu'il vu est trop venir la limité. ceinture intérimaire, hein. Je pense que l'UFC a été très généreux avec lui. L'UFC l'aime beaucoup de par son style, d'après moi. Je pense qu'il aurait mérité encore un combat avant d'avoir cette ceinture intérimaire. Maintenant, je comprends aussi, c'est le moment où Volkanovski était monté pour affronter Makhachev, Ouais la et puis première Josh Emmett, fois. Donc était sur une belle voilà. série de victoires aussi, donc bon, ça on va dire que c'était passable. J'ai vu des pires ceintures intérim que celle-là, Oui, je pense, totalement, s'il y a eu totalement. que ça.
Je suis assez d'accord avec toi, hein, donc je pense qu'on a été assez complet sur ce combat-là. On a dit ce qu'il y avait à Oui, dire. tout à fait. Si tu découvres ce match-up, ces 2 combattants, tu as compris, il y a un grand qui est spectaculaire, qui va devoir garder la distance et tu as un vétéran petit Rabelais qui a tout intérêt soit à rentrer et à l'exploser sur un coup ou soit plutôt à l'amener au sol et à essayer de le travailler dans ce domaine, hein. Là, je pense que Ouais, de le les mixer choses sont et assez ouais, ouais, claires. tout à fait, hein, et d'essayer de marquer des points avec son expérience, de vétéran et mais bon, c'est aussi un vétéran mine de rien, hein, donc c'est 2 vétérans un petit peu, on va dire, donc C'est il y aura ça. de l'expérience des 2 côtés aussi, hein. Je suis entièrement, d'accord là-dessus. Alors aussi, je voulais préciser, là, on vous donne l'ordre des combats, tout peut changer. Dana White l'a dit sur un pay-per-view, on peut changer l'ordre des combats jusqu'à la dernière minute. Je pense quand même que l'ouverture, ce sera Reyes contre Krylov et après on va Ouais, je rentrer dans pense les choses aussi. très intéressantes, hein. Je Ah là, pense on qu'on va se arrive, diriger vers ça. effectivement sur, Brice Mitchell contre Jean Silva pour la suite, c'est très Ouais, intéressant et là, aussi. je te laisse nous les présenter, mais là, il y a des choses à dire et là, c'est même si Ah les oui. 2 sont plutôt loin de la ceinture, c'est quelque chose, moi, qui m'intrigue énormément. Ouais, il y a eu du trash talk et là, on va en voir plus du coup. C'est ça. Alors du coup, Je te Brice laisse la Mitchell, parole. ouais, ça marche. Il est américain, 30 ans, 17 victoires pour 2 défaites. Sur les 17 victoires, un seul, finish par KO, 9 par soumission et 7 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO et une fois par soumission et son dernier combat, c'est une victoire par KO en slam contre Kron Gracie au mois de décembre 2024. Il est donc opposé au Brésilien de la Fighting Nerd, Jean Silva. Jean Silva, il a 28 ans, 15 victoires pour seulement 2 défaites. Sur les 15 victoires, 12 finishes par KO ou KO technique, c'est monstrueux, et 2 soumissions, une seule décision. Pour ces 2 défaites, il a perdu 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Melsik Bagdasaryan, c'était au mois de février 2025, par KO technique au premier round. Donc pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1,78 m pour Mitchell, contre une allonge de 1,75 m pour Silva. Et pour les cotes, on retrouve favori sans surprise Jean Silva avec une cote à 1,32 et une grosse cote à 3,05 pour l'Américain. Eh ben écoute, là, je suis surpris de l'allonge, tu vois? Je pensais que Brice Mitchell allait avoir un plus gros avantage d'allonge que ça. Alors peut-être que c'est lié à son physique un peu plus longiligne, hein, que Jean Silva qui est un peu plus épais, un peu comme pour Reyes tout à l'heure, hein. Mais bah, alors là, je pense qu'on peut le dire, ah là, on a sur le papier, en tout cas, le grappleur-lutteur contre le striker qui frappe en plus très fort. Brice Mitchell, pour remettre les choses dans le contexte, il est arrivé à l'UFC, ça a été un peu un ovni, hein, on l'a vu mettre des belles soumissions, mettre des beaux temps de contrôle, être assez impressionnant au sol. Il y a eu ensuite cette défaite contre Ilia Topuria, combat dans lequel je trouve quand même il a pas été ridicule, hein, il a sorti quelques belles petites choses. Non, c'est Il vrai. avait dit suite à en plus, il s'est fait soumettre par Topuria. Donc là, Topuria avait quand même fait un Ouais, statement, au hein. deuxième Comme on round, ouais. dit, soumettre Bryce Mitchell, c'est pas rien. Surtout qu'il avait fait le boulot debout. Et il était C'est invaincu, ça, Brice Mitchell, hein. totalement. Il lui met sa première défaite dans son domaine, par soumission, alors qu'au Ouais. moment où on était dans le combat, je pense que Topuria aurait pu être gourmand et rester debout. Ou être moins gourmand du coup et rester Ah, debout. c'était très Il avait fort, hein. choisi d'aller au sol. Là, ce jour-là, je me suis dit: «Attention, Topuria, on a un vrai client en face». Et Bryce Mitchell avait déclaré suite à ça qu'il avait chopé la grippe, qu'il avait quand même accepté le combat. Ça peut sonner comme une excuse, je l'entends. Il était revenu ensuite, il avait pris une victoire contre Dan Ige, qui est un gros frappeur, qui est un vétéran, plutôt striker, même si au sol, il y a quand même un niveau qui est là. Et puis après, il y avait eu ce short notice, hein, au mois de décembre 2023 et ce chaos de dingue qu'il prend contre Josh Emmett. Là, ça avait été très malheureux Oh là pour lui, hein, là, ouais, ouais. franchement. Ah, il s'était fait éteindre, salement. Là, ça a laissé des traces, hein, surtout que Il est revenu depuis, mais contre Kron Gracie, je le trouve son niveau voilà, ne devrait pas être à l'UFC normalement parce que vu ce qu'il propose dans la cage, c'est beaucoup trop limité. Donc totalement. cette dernière victoire de Brice Mitchell, ne me convainc je suis pas très convaincu sur son vrai retour depuis ce KO qu'il a pris contre Emmett, surtout contre un cogneur comme Jean Silva, hein. Jean Silva, il frappe fort et il a un coup d'œil C'est ça, là, exceptionnel, c'est c'est impressionnant, je trouve. bah là, c'est les vieux démons qui peuvent ressortir, hein, quand il va prendre la première de Silva ou qu'il va sentir l'air passer, hein, même s'il esquive, ça va forcément lui rappeler ce qui s'est passé contre Emmett. Et il a pris quand même 1 an pour se reconstruire, hein, suite au combat contre Emmett. Quand il prend Kron Gracie, je pense quand même que c'est un bon combat de retour. Tu sais que Gracie, il va pas te mettre une frappe surpuissante, hein, en tout cas sur le papier, même si ça reste un athlète de haut niveau. Pour sa confiance, battre un Gracie, je pense que c'est bon, surtout qu'il a été un peu au sol avec lui, il s'est pas fait soumettre. Donc je pense que là, il s'est dit, ok, le sol, je suis là, je suis au niveau.
Par contre, bah, le striking, hein, forcément, j'ai quelques doutes. Moi, ce que j'ai relevé dans les avantages de Mitchell dans ce combat-là, c'est le grappling. Même si Jean Silva, attention au sol, il peut être très loin d'être mauvais. On ne l'a pas encore vu contre l'élite, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. S'il y a une vraie phase au sol qui dure un petit peu, parce que des contrôles de Bryce Mitchell au sol, c'est très solide. Je crois que dans la catégorie, il est le Ouais, c'est recordman de très fort, contrôle au ouais. sol avec plus d'1 heure. Je crois qu'il a 1 h 10, quelque chose comme ça. J'ai vu passer une stat. Il est aussi assez intelligent, Bryce Mitchell. S'il te touche, il va pas s'entêter en striking, il va aller chercher le sol. Il l'avait fait contre Edson Barbosa, qui est un striker d'élite. Donc il a l'expérience aussi des gros strikers, hein, Ouais, Danny Gay, Edson Barbosa. Il avait affronté aussi André Fili, qui est plutôt un vétéran, même si je le mets quand même au niveau du dessous, hein, par rapport à ouais. Barbosa, bien sûr. Il peut se servir de cette expérience. Il a un très bon timing de takedown. Il pourrait saisir une jambe de Jean Silva qui serait envoyée de manière isolée, chose que Jean Silva fait parfois pour lui envoyer un takedown. Et puis, il ne prend pas de risque non plus au sol, Mitchell, hein. Il va pas essayer de faire une soumission qui lui ferait perdre la position. Non, il va préférer prendre la position, s'installer, frapper un peu, venir Garder le grignoter contrôle, ouais, ouais. totalement. Et puis, bah, forcément, moi, ce qui me fait peur, c'est son menton suite à Josh Emmett. Dans quel état il va être, sa confiance aussi, hein, ça, c'est le point d'orgue, je pense. Et la défense debout, il a parfois les mains un peu basses. Et puis, même quand ses mains sont hautes, la défense est assez poreuse. On l'avait vu contre Topuria. Les mains parfois étaient hautes et pourtant, il prenait les jabs, il prenait les crochets. Il a aussi tendance à envoyer des side kicks de manière isolée, des coups de pied en général de manière isolée, voire même des genoux. Ça, je le ferai pas contre Jean Silva, hein. Le side kick que l'autre peut t'attraper et t'envoyer un crochet de pleine puissance quand tu es sur une jambe, ça peut être terrible. Ouais. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Ah, contre Jean Silva, je pense qu'il va être, limité en striking, hein, Mitchell, hein. Totalement. Je pense qu'il va vraiment être très méfiant et à mon avis, il va essayer de chercher le sol dès que possible sur la moindre erreur de C'est ça. Silva. Mais Silva, il est pas du genre à faire des erreurs pour l'instant, hein, même contre Melsik, qui était un combat, Melsik était quand même un adversaire solide en face, même Drew Dober, un Oui, oui, oui. vétéran, avec, beaucoup de punch aussi. Jean Silva m'a vraiment impressionné. M'a impressionné de avec sa capacité de gérer la distance, cette façon de rentrer, de ressortir, de pas prendre de risques et puis cette puissance dans les poings dès qu'il touche, il a éteint Dober par KO technique après l'avoir quand même pas mal amoché. C'est Donc, ça, je pas me dans dis sa Brice catégorie en Mitchell plus. si ouais, 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 c'est un combat, lightweight, Dober. Donc, je me dis du coup, Mitchell, debout, s'il n'arrive pas à emmener Jean Silva au sol, je pense que dès la fin du premier round, il pourrait déjà être très marqué, avoir subi déjà des Ouais. dégâts, hein, je pense. Complètement, complètement. Et moi, tu vois, j'étais parti dans l'idée où Mitchell allait avoir un bon avantage d'allonge. Donc je me suis dit, il peut se contenter de son jab, un peu de bras arrière en ligne, pourquoi pas, et puis ensuite aller chercher un takedown. Mais là, il y a 2 centimètres, hein, je crois que tu disais, d'écart d'allonge. 3 Je sais pas centimètres, si ouais, ça c'est avait, ouais, c'est 3, pas tu c'est vois. pas énorme, hein. Totalement, surtout que Jean Silva, il est très mobile sur ses jambes, hein. Je rentre, je sors, je tourne, un peu style karatéka parfois. Donc ça va pas être facile pour lui, hein, très sincèrement. Et puis Jean Silva, on Ouais, sait, il met je KO pense. tout le monde, il est puissant, mais c'est pas un bourrin, c'est un mec qui réfléchit, il prend son temps, il met la pression par la présence, et en plus c'est un très bon contreur. Donc là, il y a rien qui va debout pour Mitchell, hein, très, très sincèrement. S'il Non, y a c'est du corps à clair. corps, s'il y a une tentative d'amener au sol de Mitchell et qu'elle est sprawler ou qu'elle est contrée par Jean Silva, mentalement, je pense que ça va lui faire très mal à l'américain. Et surtout que Silva, il est très bon dans les sorties de clinch. Il a vite fait de t'envoyer un coude, il a vite fait de t'envoyer un crochet. Attention, il avait mis KO Charles Ouais, Jourdain sur une sortie de clinch, hein. Jourdain qui est pas ouais, n'importe qui en striking en plus. ouais, Donc c'est là, clair. tout ça, c'est vraiment pas bon. Il a l'instinct du tueur aussi de Jean Silva, hein. Jean Silva, s'il te touche, tu vois, autant il va être patient, il va en envoyer une, il va en envoyer deux, il va tourner, il va te laisser venir, il va te mettre la pression par la présence, mais s'il sent qu'il t'a touché, il te laisse pas respirer. Et ça, pour Mitchell, je pense que ça peut être un élément vraiment fatidique Ouais, le dans leur striking de combat. la de la de la Fighting Nerds là est vraiment impressionnant, hein. Sur les 4 combattants qu'ils ont les 4 représentants qu'ils ont à l'UFC, c'est un striking de très haut niveau. On dirait qu'ils viennent d'une autre planète, de débarquer dans le MMA game comme ça et d'imposer tous leur style. Que ce soit alors c'est pas les mêmes styles, on a 4 combattants de la Fighting Nerds avec 4 styles différents, mais ils ont tous un striking, vraiment qui est au-dessus C'est du lot ça. dans leur catégorie. C'est impressionnant, hein. C'est ça, parce qu'il y a la puissance, mais il y a la technique derrière et il y a l'intelligence de combat d'amener le chaos. Ça, c'est pas donné à tout le Ah monde, hein. Ça, ouais, ça fait puis partie, je trouve, ils du se font MMA très peu moderne. toucher, hein. Ils se font très C'est peu ça, c'est toucher, hein, les ça. combattants de la Fighting Nerds, hein. Ils ont des déplacements, des esquives, j'en ai pas vu un sortir d'un combat très marqué jusqu'à maintenant, il me semble, hein.
Je suis assez d'accord avec toi, ouais, ouais. Par contre, il y a quand même des points négatifs, hein, que j'ai relevés, chez le Brésilien, c'est qu'il s'est souvent fait amener au sol parce qu'un peu comme Rodriguez, à chaque fois qu'il y a un takedown, lui, il va tenter, une guillotine, il va tenter un contre sur une autre soumission. À sa place, je ferais pas ça contre Mitchell, parce que, OK, peut-être que tu vas le menacer avec ta guillotine, par contre, à partir du moment où il va avoir sorti la tête, tu risques de passer de longues minutes au sol et Ouais, peut-être de tout perdre le à round, fait. même si tu prends pas des dégâts. Donc ça, c'est Ah, quelque ça chose peut qui me être fait un peur. chemin vers la victoire pour Mitchell, hein, effectivement, une tentative C'est ça. hasardeuse de soumission de Silva où Mitchell réussit à en sortir, reprendre l'avantage. Mais c'est comme tu le dis, je pense que Silva, il est intelligent et je pense qu'ils auront réfléchi à tout ça en amont à la Fighting Nerds, effectivement, pour ne pas lui dire de, voilà, de tenter une guillotine comme avait pu le faire Totalement. Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, où il s'est C'est acharné ça. sur trois ou quatre guillotines d'affilée alors que ça ne plaçait pas. Je pense pas que Silva va nous sortir ce genre de, de tentative de soumission Ce serait une hasardeuse, à mon erreur. avis, contre un gars, voilà, comme contre un grappleur du niveau de Brice Mitchell. Maintenant, j'ai aussi peur, je me dis: «Est-ce que ces contres en guillotine et ces contres en soumission, c'est pas pour combler un manque de takedown defense?» Je te dis ça parce que je crois que c'est contre Charles Jourdain. Jourdain était touché et il a quand même réussi à emmener Silva au sol, franchement assez facilement. Alors ensuite, il y a eu scramble, Jean Silva s'est relevé. Le truc, c'est que Mitchell, c'est pas Jourdain, il va peser beaucoup plus, hein, même si Jourdain a un bon niveau en JJB, la lutte de Mitchell, c'est quand même autre chose. Donc tu vois, quand tu te fais amener au sol par Jourdain qui est touché, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un excès de confiance, il y a eu cet instinct du tueur qui a dit: «OK, je t'ai touché, je me relâche un peu en défense et j'y vais», peut-être aussi. Mais tu vois, je pense que Mitchell va pas forcément avoir de mal à l'amener au sol, mais est-ce qu'il va réussir à le maintenir? Déjà, est-ce qu'il va réussir à rentrer? Ouais, C'est niveau quelque chose, sans puissance se de faire contrer. Silva, ouais, C'est c'est ça, parce vrai. que Bah, Silva après peut je se relever même très vite, hein, de manière si ouais. explosive. Ouais, c'est ça, dans le premier round, mais même peut-être même le deuxième. Mais si Mitchell réussit à emmener Silva au sol, je suis pas certain qu'il arrive à faire des dégâts avec des frappes et je une soumission est possible avec, Brice Mitchell, c'est toujours possible, mais j'ai du mal à y croire, hein. Je pense que même s'il arrive à emmener Silva au sol, je pense que Silva saura bloquer le jeu, peut-être à attendre la fin du round, et recommencer debout au round suivant. Peut-être, à voilà, ne mais je le vois pas aller faire, une erreur stupide, essayer de se relever, de forcer et de se prendre, une position un peu comme Benoît s'est pris contre Moïcano, Benoît Saint-Denis, où il a voulu forcer et que le triangle de corps était déjà en place et que du coup il s'est retrouvé dans une position désastreuse. Je pense pas que Silva fasse ça. Je pense que s'il se retrouve au sol, il pourrait faire un peu comme Nassourdine-Imavov contre Allen, perdre peut-être un round et attendre le round suivant pour, venir retravailler dans ses bases, donc c'est pour ça que je donne quand même l'avantage à Silva sur tous les plans. Je pense que Mitchell, même s'il a un très, très bon sol, je suis pas certain qu'il arrive à faire du dégât ou qu'il arrive à trouver la victoire par soumission, même si c'est toujours possible, je le répète encore, mais je penche plus en faveur du Brésilien de ne serait-ce que pour ça, pour sa capacité à sortir et à ne pas prendre de dégâts, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça va être vraiment compliqué pour Mitchell. Va falloir qu'il soit vraiment au point. Mais j'ai aussi Jean Silva en favori, même si par contre, ce que tu peux rétorquer à Jean Silva, c'est que le niveau d'adversité qu'il a connu jusqu'à maintenant, c'est pas génial non plus. Tu vois, si tu compares à Mitchell qui a pris des Barbosa, qui a pris des Emmett, des Topuria, il y a quand même un test, hein. Il va quand même être testé. Il va quand même être testé, notre ami Jean Silva. Et puis il a aussi tendance. Complètement, il est attendu, hein, il est très attendu. Et je trouve aussi qu'il a quand même tendance à envoyer des coups de pied isolés, lui aussi. Alors c'est puissant, donc c'est pas forcément facile à saisir et des techniques de jambes sautées isolées comme ça d'un coup, un coup de pied sauté, un coup de genou sauté. Tu vois, je le vois bien envoyer un kick et Mitchell qui y va pour le tout, qui lui rentre dedans, qui lui lève la jambe pour le basculer au sol et qui lui saute dessus. C'est peut-être une solution pour Mitchell aussi, tu vois? Ouais, tout Ça à peut être fait. risqué Ouais, bien sûr, hein, c'est possible. et puis autour de ça, si on sort un peu du sportif, il y a quand même des signaux chez Jean Silva, il est en pleine confiance. On l'a vu à la conférence de presse, hein, je sais pas si tu avais regardé quand il y a eu la conférence de presse UFC 314, le mec était en folie complet, il est venu avec un globe et il a dit à Mitchell: «Quand je vais te mettre KO, tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que la terre est ronde», parce que Mitchell dit que la terre est plate. Enfin, tu vois, il l'a vraiment invectivé, tu sens qu'il est en pleine confiance. Est-ce qu'il y a un excès de confiance? Je lui souhaite pas, très sincèrement, alors que de l'autre côté, tu as Mitchell qui a quand même fait des stories Instagram pour nous expliquer que la nuit, il était visité par des démons, que des femmes venaient le tenter dans ses rêves et qu'il fallait prier pour lui, qu'il avait été à l'église, que sa prière avait été entendue. Je comprends le personnage, hein, C'était Passe assez Mitchell, spécial, voilà, hein, effectivement, ouais, ouais. Comme sortie ça médiatique, m'envoie pas, j'ai trouvé ouais, ça un peu moyen et je me suis dit dans ce cas-là, est-ce que Silva n'est pas rentré dans sa tête justement? Est-ce que c'est la ça, c'est ce exactement fameux ça. trash talking qu'il a fait, qui était quand même agressif devant tout le monde, aurait fonctionné, aurait titillé l'américain et lui aurait donné envie du coup, bah, peut-être, voilà Totalement. de penser à ça la nuit, avant de se coucher? C'est une possibilité. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a l'air touché un peu mentalement, l'américain.
Par contre, tu vois, ce personnage de Jean Silva, si c'est un excès de confiance, je pense que perdre pour lui à ce stade de sa carrière contre Bryce Mitchell, ça peut être du positif au final, tu vois? Tu dis: «OK, j'ai eu mon excès de confiance un peu tôt dans ma carrière, je me suis fait punir par un mec que j'étais censé battre, je vais remettre tout ça à plat, je vais retourner au travail et ensuite la ceinture, c'est pas mort pour lui», tu vois? Ah, et Ouais, par tout contre, à fait. Brice Mitchell, lui, s'il perd, là, on va se dire: «Écoute, Ilia Topuria, c'est pas passé, Emmett, c'est pas passé, Jean Silva qui est loin derrière pour l'instant quand même». Tu vois, si on parle au niveau du palmarès, du niveau d'adversité, Mitchell est quand même devant, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ça peut faire très mal à sa carrière. Par contre, une victoire de Mitchell, je pense que pour son mental, il y a pas mieux. Tu bats la jeune sensation qui monte, qui t'a fait du trash talk, qui essaie de rentrer dans ta tête, qui frappe aussi fort que Ah oui, Emmett, le mec qui t'a mis KO. Là, par contre, je ça pense qu'il va mentalement, revenir, il ce va se dire: serait «OK, ah là, ouais, mentalement, j'ai ce serait affronté un gros énorme, ouais, frappeur, tout je à l'ai fait. battu, je suis de retour». Et même s'il a, il a complètement déraillé, Brice Mitchell, avec ses propos récemment sur Hitler, etc., l'UFC, je pense, l'apprécie. Dana White, au fond de lui, se dit: ce mec-là, c'est un peu un Sean Strickland qui peut me sortir des phrases de dingue de temps en temps, faire du buzz. Donc, on va peut-être pousser derrière lui aussi, hein. On connaît le business quand même un peu Ouais, du côté de Dana avec le White. trash talking un peu des beaufs américains entre guillemets à la C'est Sean ça. Strickland, effectivement, les gars du C'est ça. terroir et Brice Mitchell, je crois qu'il est apprécié pour ça, ouais, effectivement. Et puis il a un phrasé, Bryce Mitchell, moi, qui me fait rigoler parfois, hein. Jean Silva lui a dit, «Je ne suis pas», alors je sais plus comment Jean Silva a tourné la chose. Il a dit: «Oui, moi aussi je crois autant en Jésus que toi», quelque chose comme ça. Et Bryce Mitchell lui a répondu: «Les démons aussi croient en Dieu», tu vois? Mais il a sorti la phrase, vraiment le phrasé était parfait. Donc il sait un peu se vendre quand même, Bryce Mitchell, tu vois? Que t'aimes ou que t'aimes pas. Heu, Ouais, c'est donc vrai. voilà, sur ce combat-là, Je on pense résume que le rapidement. combat est intéressant, hein, du coup, hein, c'est Totalement, assez intéressant, hein. Je suis impatient de le voir le trash talk qu'il y a eu entre les 2, hein. Moi, ça a c'est fonctionné ça. complètement sur moi, hein. Non, non, complètement. Surtout que l'histoire s'est vite mis en place, hein. Jean Silva a gagné son dernier combat. Mitchell lui a répondu tout de suite parce que le surnom de Jean Silva, c'est The Lord, hein, donc le Seigneur. Bryce Mitchell lui a dit: «Il n'y a qu'un seul Seigneur». Et là, hop, tout de suite, c'est parti. L'UFC a mis ça en place en quelques semaines. Moi, je l'ai pas vu venir ce truc-là. Donc ouais, on a de quoi être impatient, autant sportivement que Tout pour à tout ce fait. qu'il y a autour. Et puis si tu résumes rapidement, encore une fois, Bryce Mitchell, c'est le gars qui a tout intérêt à amener les choses au sol, qui a connu des revers, dont un revers terrible face à un gros frappeur. Il a pris le KO de l'année à l'époque, et il lui a fallu 1 an pour s'en remettre, face à Jean Silva, qui lui, je pense, a tout intérêt à rester debout, même s'il y a une interrogation sur son niveau au sol, il pourrait nous surprendre, pourquoi pas, comme l'avait fait Topuria à l'époque face à Mitchell, et qui frappe comme un camion, donc qui a ce qu'il faut en réalité pour battre Bryce Mitchell. Vraiment très très intéressant, hein. Je pense que l'un comme l'autre, en cas de victoire, vont être mis sur le devant de la scène par l'UFC, et donc seront peut-être juste derrière le vainqueur du combat entre Rodriguez et Pitbull. Tu vois, c'est assez intéressant. La même soirée, tu vas avoir des mecs qui vont se classer peut-être 2 et 3, et l'autre qui va se classer 4-5, tu vois. Vraiment, vraiment, il y a une belle intrigue Le là-dessus, hein. top 5, ouais, peut bouger, ouais, Ouais, tout là, je à pense fait. que on se dirige vers quelque chose de vraiment très, très intéressant de ce côté-là. Exactement, ouais. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, ou si on passe tout de suite à la. Non, bah, on peut passer effectivement au co-main event, entre Michael Chandler, et Paddy Pimblett. Eh ben écoute, je te laisse la parole. Présente-nous ça comme t'en as Ça l'habitude. marche, c'est parti. Alors Michael Chandler, bah, il est américain, il a déjà 38 ans, hein, c'est un vétéran. 23 victoires pour 9 défaites. Sur les 23 victoires, on retrouve quand même 11 finishes par KO technique, 7 soumissions et 5 décisions. Pour ces 9 défaites, il a perdu 4 fois par KO ou KO technique, une seule fois par soumission et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite contre Charles Oliveira. C'était à l'UFC 309 au mois de novembre 2024 par décision unanime. Il est donc opposé à l'anglais Paddy Pimblett. Paddy Pimblett, il a 30 ans, 22 victoires pour 3 défaites. Sur les 22 victoires, 6 finishes par KO ou KO technique et 10 soumissions et 6 décisions. Pardon, 10 soumissions et 6 décisions, excusez-moi. Et pour les 3 défaites, il a perdu une fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une superbe victoire par soumission au premier round contre le vétéran Bobby Green au mois de juillet 2024. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1,82 m pour Michael Chandler contre une allonge de 1,85 m pour Paddy Pimblett. Ça reste très serré. Et les cotes, on retrouve favori l'anglais avec une cote à 1,58 et une cote à 2,23 pour l'américain. Ça reste aussi très serré. Ah ouais, en effet, ouais, ouais, les cotes, c'est assez serré. Je pensais que Chandler, de par son expérience et son niveau d'adversité qu'il a pu connaître dans l'octogone et dans toute sa carrière en règle générale, serait favori. Et puis la longe, encore une fois, je suis surpris. Alors je vois peut-être pas la même chose que tout le monde. Chandler est quand même beaucoup plus petit.
Maintenant, de fait qu'il se tienne très bas Chandler, très bas sur ses appuis, alors que Paddy Pimblett au contraire, se tient assez droit, ça va peut-être rajouter un peu d'avantage pour l'anglais. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, 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 c'est effectivement, mais Chandler, il a montré dans ses combats que même s'il avait un désavantage d'allonge il est capable d'aller toucher ses adversaires avec son Totalement, il sait faire, explosivité. hein. Ah ouais, ouais, ce qu'il avait mis à même s'il a perdu bien sûr contre, Justin Gaethje, il avait quand même pas mal touché, il l'avait sonné. Contre Charles Oliveira aussi, qui a une allonge beaucoup plus grande lors de leur premier combat en 2021 quand c'était pour la ceinture. Puis ce Dan Hooker qui est un des plus grands lightweight, il avait réussi à le toucher au visage, alors que normalement il a pas du tout l'avantage d'allonge et c'est pour ça, je pense que l'avantage d'allonge pour Pimblett ne va pas compter énormément, en tout cas peut-être pas dans le premier round. Peut-être si le combat dure, Pimblett peut commencer à utiliser son allonge dans le round 3, 2 et 3 éventuellement, c'est possible. Ouais, je suis assez d'accord parce que l'explosivité de Chandler compense, son manque d'allonge d'après moi et j'ai re-regardé là, il y a peut-être 2 heures, le combat contre Justin Gaethje, c'était extrêmement serré, hein, très sincèrement, ça s'est pas joué à grand chose. Heureusement que Gaethje frappe fort et qu'il a réussi à se faire respecter par Chandler parce que si ça avait pas été le cas, il se serait fait manger, hein. Le fait que Gaethje le touche violemment plusieurs fois, ça a un peu restreint ses ardeurs, hein, ça l'a refroidi. Pimblett, il peut Ah, frapper il l'avait fort. envoyé au Ah tapis, le hein, sur un l'uppercut là, uppercut même, hein. j'ai cru qu'il était endormi, très Ah sincèrement sur ouais, ouais, ouais. l'uppercut, hein. Honnêtement, on se Ah, rappelle de il ça. encaisse, hein, Chandler, hein, parce que fallait l'encaisser Ouais, celui-là, c'est clair, hein. c'est clair. Le menton est là. Paddy Pimblett, de par son physique longiligne et le fait qu'il soit surtout réputé pour son sol, on en oublie qu'il peut frapper assez fort et que même si parfois je le trouve un peu passif, un peu sur le reculoir, ce qui d'après moi, il devrait faire attention face à Chandler parce que Chandler, plus tu le laisses avancer, plus il va t'étouffer. Donc peut-être faire attention à ça, même si ça peut être une stratégie bien sûr. Pimblett, quand il te touche, il peut t'envoyer des furies avec les poings qui frappent assez fort quand même, hein. Je pense qu'il est un peu sous-estimé de ce côté-là. Ouais, c'est vrai. Par contre, bah, tu vois, Chandler, moi, ce C'est que vrai qu'il m'avait assez impressionné, en striking quand même contre Bobby Green, j'ai ouais, trouvé, effectivement qu'il s'améliore de combat en c'est combat ça, l'anglais, ouais, c'est c'est ça. vrai. C'est d'ailleurs, moi, c'est ma grosse interrogation, hein. Quand il est arrivé à l'UFC, franchement, Paddy Pimblett, je me suis dit: «Bon, OK, le gars a les mains basses, le menton haut, quand il frappe, même quand il vient frapper au corps à corps, il baisse la garde. Faudra pas faire ça contre Chandler», mais il arrive petit à petit, je trouve, à rectifier le tir. Je sais pas si toi aussi tu as vu cette amélioration, hein, Ouais, au fur et à je mesure? trouve, ouais, je le trouve, ouais, ouais. Effectivement, je trouve que son striking a progressé dans ses 2 ou 3 derniers combats, comparé à ses 3 premiers à l'UFC. Et pourtant, il les a tous remportés, hein. Il est sur 6 victoires d'affilée à l'UFC. Sa dernière défaite remonte au Cage Warrior en 2018. Donc, non, ouais, il progresse. Il est encore jeune, hein. De toute façon, il vient d'avoir 30 ans. Donc, il progresse de combat en combat aussi, hein, forcément. Et Chandler, bah, il affronte à nouveau un vétéran, la vieille garde de la catégorie, parce qu'il a quand même affronté bah, Bobby Green et Tony Ferguson juste avant. Donc, il y avait aussi ce combat contre Jared Gordon où c'était limite quand même, hein. Effectivement, une Très décision limite, très limite en franchement, faveur de Pimblett, hein. Ouais. Ah ouais. Après, ouais, je suis bon, d'accord Jared avec toi, Gordon n'avait surtout pas fait non plus la prestation du siècle, hein, mais bon, voilà, quand on affronte des stars, il faut en faire un peu plus, malheureusement, ou des futures stars. je suis d'accord avec toi, surtout que Pimblett, là, dans ce combat contre Gordon, il avait montré un manque de cardio. Alors, je crois qu'il s'est cassé le pied, hein, dans ce combat-là, ou la cheville, tordu la cheville. Mais par contre, le cardio avait été grandement impacté. Dans le troisième round, il avait la bouche grande ouverte. Et ça a été pareil contre Tony Ferguson. Contre Ferguson, il y a un moment où j'ai bien cru que Tony allait réussir à le finir. Pimblett, il s'est Ouais, retrouvé moi dos à la aussi. cage, il a commencé à baisser les bras. T'as les commentateurs, hein, j'ai regardé, bah ça c'est pareil, il y a quelques heures là, qui te disent ça y est, c'est fini, il a plus de cardio, Ferguson va revenir. Il avait été intelligent, il avait réussi à se servir de son expérience, parce que Pimblett, on dit ouais, c'est un petit nouveau qui arrive. Faut pas oublier qu'il s'est fait les dents au Cage Warriors, qu'il aurait pu arriver à l'UFC il y a bien des années. Il a refusé pour des raisons financières, mais aussi pour continuer de se construire. Il l'a dit, hein, j'ai pris des défaites qui m'ont été très utiles à l'époque au Cage Warriors. Il est quand même à 22-3 en carrière. En face, Chandler, je crois qu'il est à 23-9. Donc tu vois, en réalité, c'est quand même 2 vétérans. Maintenant, bien sûr, Chandler, comme il l'a dit, le niveau d'adversité que j'ai connu dans ma carrière et aussi à l'UFC, hein, ça n'a rien à voir avec Pimblett, ça on peut pas lui enlever. Je suis assez Ah d'accord bah, avec ça. c'est clair, il est sur 4 défaites sur ses 5 derniers combats, Chandler, mais il suffit de regarder contre qui. 2 fois Charles Oliveira, même si dans le deuxième il se fait dominer et son dernier combat, je trouve qu'il y avait peut-être eu encore ce fameux ring rust pour Chandler, puisqu'il avait attendu, McGregor pendant 2 ans. Mais avant ça, il a quand même affronté donc Dustin Poirier et Justin Gaethje, ces 2 autres défaites.
Et Dustin Poirier, Justin Gaethje, c'est juste des gars qui sont dans le top 5 lightweight depuis presque, bah, je sais pas 8 ans, 7 ans, Ouais, 8 ans. totalement, Donc je suis d'accord avec bon, toi. c'est impressionnant, hein, de savoir qu'ils sont encore dans le top 5 aujourd'hui de c'est d'une des catégories les plus relevées de l'UFC, Gaethje et Poirier. On sait qu'ils seront jamais champions. Ils ont eu la ceinture intérim, mais ça reste quand même des voilà, Chandler, je trouve qu'il a affronté vraiment le haut du panier et chaque combat est tellement divertissant que même s'il perd encore 2 fois, je pense que Dana White lui donnera toujours de très beaux combats, quoi. Ouais, je suis d'accord, hein. Surtout que contre Oliveira, le dernier combat, c'est toi qui me l'avais fait remarquer à l'époque, j'avais été assez déçu par Chandler. Je trouve qu'il avait manqué de folie, qu'il avait manqué de ce côté explosif, hein, de voilà, je vais Ouais, perdre, mais je vais y aller à fond. C'est un peu ça Chandler. Là, il l'avait pas fait contre Oliveira. Maintenant, si tu vois le côté positif, en effet, il y avait un ring rust. Il a aussi déclaré que ça fait quelques combats qu'il essaye d'implémenter des stratégies et de s'y tenir. Et il l'ajoute, hein, peut-être que ça ne vous a pas sauté aux yeux. En effet, ça saute pas aux yeux, mais tu vois, contre Oliveira, il s'est pas fait soumettre, il a passé du temps au sol avec lui. Je pense qu'il a continué à prendre de l'expérience contre Oliveira, qui est pas n'importe qui, même si le bah, MMA, c'est c'est pas clair. des maths, hein, comme je le dis à chaque fois. Pimblet au sol, je le mets quand même un peu en dessous d'Oliveira. En tout cas, peut-être qu'il va nous prouver le contraire. Mais c'est quand même des signaux positifs pour Chandler, et surtout que contre Geji ou contre Poirier, il n'est pas passé loin de gagner, hein. Le combat contre Poirier, franchement, au Ouais, premier round et au deuxième, tu te dis, ça y est, Chandler, il va le faire, hein. Surtout qu'il il est est capable de trop, prendre des ouais. grosses frappes. Je Il crois est qu'il a capable de fait te la prendre même des erreur grosses frappes et de revenir. que contre Justin Gaethje. Il a fait l'erreur d'insister en striking contre des très bons boxeurs et contre Poirier, ça a été compliqué. Il s'était fait vraiment mettre le visage en pièces. Et pourtant, s'il avait insisté plus sur la lutte, il aurait pu effectivement dominer Poirier sur une bonne partie, comme il l'a fait dans le deuxième round, hein, en utilisant ses takedowns très puissants. Poirier, bon, il s'était fait coller contre la cage, il n'avait pas réussi à se relever. Et il se dirigeait vers une victoire par décision, Chandler, avant de se faire soumettre. Je pense que quand il a envoyé Dustin au sol, il a fait un peu de folie, il l'a éclaté au sol et au final, c'est lui qui a perdu la position. S'il y allait un peu plus doucement parfois, donc c'est peut-être essayer de faire contre Oliveira, mais j'ai trouvé que contre Oliveira était, et on avait un Oliveira 2.0 alors que Chandler, ça me paraissait compliqué. Je l'ai pas reconnu le Chandler qu'on a eu même dans ses défaites contre Poirier et Gadget, hein. Ouais, oui, c'est ça, hein, c'est aussi ce que j'ai ressenti. Surtout qu'il y a un moment contre Oliveira dans le deuxième combat, si je dis pas de bêtises, il touche Oliveira et qu'est-ce qu'il fait? À le Ouais, suivre au sol. Il avait qu'à attendre que l'autre se relève, il aurait pu lui mettre la rincette, hein, comme on dit, et il l'a suivi au sol. Et puis moi, quelque chose qui me fait sourire dans le combat contre Poirier, parce que je me suis posé la question, combien de fois Geji a été au sol de son plein gré à l'UFC? Bah, je vais te répondre, contre Justin Geji, il avait essayé, il s'était fait sprawler, donc pas terrible. Je crois qu'il avait envoyé une fois Geji au sol sur un beau takedown, mais l'autre s'était relevé aussitôt, avait inversé les positions. Parce que Chandler, faut le dire, autant il est spectaculaire debout, autant ses takedowns, c'est pareil, hein. C'est pas je te mets au sol sur un single leg, c'est je t'attrape, je te lève, et ah si je ouais, peux te mettre une ouais, souplesse, je te la mets. Et contre Dustin Poirier, c'est le seul combat dans lequel il a passé quasiment un round, le deuxième round, sur Dustin Poirier, a vraiment le dominé au sol, a pesé sur lui, complètement. a vraiment montré Comme il qu'il était faisait plus, supérieur. à son époque au Bellator, il faisait plus de lutte au Bellator, dans ses combats que, depuis son arrivée à l'UFC effectivement et contre Poirier, j'avais l'impression de retrouver le Chandler du Bellator effectivement. Comme que dans ses combats contre Eddie Alvarez, où il luttait énormément, ouais. Et tout ça, ce qui me fait sourire, c'est que contre Poirier, c'est le seul combat dans lequel il l'a dominé au sol pour finir par se faire soumettre. Tu vois, parfois quand même le destin est quand même assez méchant, hein. Surtout qu'à la fin du combat, je sais Ouais, pas si tu te rappelles, Poirier dit, «Qui n'a pas de jiu-jitsu ici?» Parce que bon, Poirier s'était fait soumettre avant ça, par Khabib et par Oliveira. Et là, c'est lui en tout cas qui réussit à soumettre quelqu'un, donc l'histoire était assez après drôle. Ça ouais, m'avait c'était mon une ça fait erreur sourire. quand même de Chandler sur le slam. Je pense qu'il avait vraiment il aurait pu Ouais. contrôler cet amené au sol, y aller un peu plus doucement et en le balançant et en slamant dans le troisième round quand on a moins d'énergie son adversaire, bah, il a perdu la position et Dustin Poirier, qui est très fort aussi au sol, en a profité, bah, pour lui prendre le dos et lui placer cet étranglement. Après, Chandler, voilà, il est sur 4 défaites sur ses 5 derniers combats, mais dans le premier round, je pense qu'il peut éteindre n'importe qui de la catégorie, Je même suis le d'accord avec champion. Je toi. pense que il a ses chances même contre Islam, je pense, dans le premier round. Si le combat, il réussit à rester debout, puis pour le lutter, Chandler, c'est pas facile, hein, c'est un petit trapu. Il a une très bonne lutte aussi, il est puissant. Donc c'est pas facile, mais voilà, dans le premier round, je lui donne une chance, mais contre Pimblet, je me dis que si ça passe le deuxième, le troisième, la jeunesse, parce qu'il a déjà 38 ans, faut pas l'oublier, Chandler, hein, c'est un vétéran, le temps passe, hein, il est né en 86, face à Pimblet qui lui, bah, à 30 ans, est en pleine forme et à son prime physique et mental, je pense.
ça va être compliqué, pour, Chandler si ça dépasse, ce fameux premier round et pourtant il a quand même fait les 5 rounds contre Oliveira Bah, mais il avait l'air exactement, c'est ce que fatigué j'allais par te moments, dire. il a beaucoup subi les positions, tout ça, c'était compliqué. Après Paddy, est-ce qu'il va réussir à maintenir Chandler au sol comme l'a fait Oliveira? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il puisse avoir les contrôles nécessaires pour, aller s'imposer, pendant 15 minutes, au sol contre Chandler. Donc je pense qu'ils vont devoir striker aussi et c'est un combat qui, j'espère, va tenir ses promesses, mais je reste encore comme le premier combat, je reste un peu 50-50. Je pense que Chandler a ses chances en début de combat, mais voilà, passer le premier round, malheureusement, l'âge va peut-être le rattraper. Je pense que Pimblet va peut-être le prendre de vitesse, même en striking. J'ai peur pour Chandler si on atteint les dernières minutes du deuxième round déjà. Ouais, ouais, c'est possible. Par contre, tu vois, Pimblet a commencé à tirer la langue dans le troisième round face à Ferguson. Si on arrive au quatrième, cinquième, ça va être l'inconnu à ce niveau-là pour lui en tout cas, alors que Chandler a déjà connu ça. Voilà, C'est vrai. mon cœur balance, hein, il y a un peu de tout. Et par contre, j'avais noté que Chandler avait eu des gros problèmes avec les low kicks de Justin Gaethje. Alors, je ne dis pas que Pimblet va envoyer les mêmes low kicks que Gaethje, mais il a des bons low kicks, hein, Pimblet. Donc, il pourrait peut-être Ouais, exploiter ça, hein. Essayer de casser l'explosivité de Chandler pour ensuite jouer de son allonge plus le combat va avancer. Et puis Pimblet, par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est ses mains basses et son menton haut, même s'il a tendance à le gommer dernièrement, il s'est amélioré. J'ai regardé encore certains de ses combats. Quand ça commence à échanger dans la poche, hein, au corps à corps, là, il n'y a plus de garde. Contre Chandler, que ça peut vraiment être fatal pour lui, hein, je le pense vraiment. Et puis Pimblet, ouais, même s'il est c'est vrai. connu pour son sol, il n'est pas forcément réputé pour sa lutte, hein, très honnêtement. C'est pas le genre de mec, quand on voit un takedown dès le début, souvent il va boxer un peu debout. S'il te touche, il va essayer de t'amener au sol. S'il y a une phase contre la cage, s'il y a une phase de clinch, il va en profiter pour t'amener au sol. Mais il vient pas chercher le sol en première intention. Est-ce qu'il faudrait changer ça contre Chandler? Peut-être aussi. Maintenant, il est grand, l'autre est petit. Le takedown, il va pas être facile à aller chercher non plus, hein. Là, il va y avoir une Ah, problématique, c'est d'après vrai. moi, pour Paddy Pimblet. Mmh. Bah, mettre un petit trapus au sol, c'est jamais simple, hein. Ils sont compacts, ils sont C'est proches ça. du sol, ils ont un bon centre de gravité. Chandler, ça va être compliqué effectivement même de lui mettre des projections ou autre chose. Alors après, je revoyais sur les 22 victoires de Pimblet, hein, il y a 16 finishes, c'est énorme et sur les 23 de Chandler, bah, il y a 18 finishes. Ah, ils savent faire, On hein. pourrait avoir un finish dans ce combat-là aussi, hein, c'est une possibilité, surtout sur un synchrone, hein, c'est bien un synchrone le co-main event, hein, je Oui, dis c'est pas un de synchrone, bêtises. c'est un synchrone. Ah ouais, ils nous ont régalé Ah ouais, de ce on pourrait côté-là, hein. avoir un finish, hein, effectivement, c'est une possibilité, hein. Ça pourrait être, éventuellement une soumission pour Pimblet, c'est possible ou alors sinon un gros KO pour Chandler, hein. C'est possible aussi. Ouais, ouais. Et là, hein, pour remettre un peu dans le contexte, Paddy Pimblett, c'est le gars qui monte, qui parle beaucoup, donc l'UFC aime ça. Chandler, lui, c'est un fan favorite, hein, comme on dit, c'est vraiment le public l'adore, l'UFC l'adore. Donc là, encore une fois, dans les deux cas, celui qui va gagner, il va tout de suite se retrouver dans des discussions très intéressantes. Paddy Pimblett, lui, il sait déjà qu'il n'aura pas le combat pour le titre ensuite, mais il vise un Gaethje, il vise un Tsarukyan, il vise un Oliveira, il l'a déjà dit. En plus, il y a un peu de trash talk Ah, entre lui et Tsarukyan. j'ai vu avec Tsarukyan, j'ai vu tout Tu à vois, l'heure, c'est ouais, le ça. trash talk là, oh là là, ouais, ça effectivement, il a même dit que si jamais il gagnait, qu'il voulait qu'il l'appelle en cas de victoire C'est ça, contre c'est ça. Chandler. Donc là, ouais, il va arriver dans le haut du panier, effectivement, s'il bat Chandler, la suite va être très intéressante, ouais. Pour l'un comme C'est pour ça. Et l'autre, hein. puis Puis Chandler, Chandler, pareil, hein, voilà, c'est ça. ouais, comme tu disais, toujours à un combat, d'être à un combat pour le titre, quoi. Totalement. Et je voulais te poser une question parce que j'ai entendu, j'en ai parlé il y a quelques semaines, il y a peut-être plusieurs mois maintenant, de Grant Dawson. Grant Dawson, c'est un mec qui est aussi entre top 15 et hors du top 15. Pourtant, il est plutôt très Tout bon. à fait. Il a une défaite contre Bobby Green qui lui a fait très mal. Mais il avait déclaré quelque chose sur Chandler parce que lui, il veut affronter Chandler. Et ce qu'il dit, c'est que Chandler parle beaucoup de sa lutte, de son passé de lutteur, etc. Mais on ne le voit pas dans la cage. Et lui, Grant Dawson, il pense que Chandler a délaissé la lutte et que malheureusement, la lutte, c'est le seul sport de combat, le seul art martial, hein. Si tu ne le pratiques pas tous les jours, tu régresses. Et donc, d'après lui, Chandler se voit beaucoup plus beau qu'il ne l'est en lutte. Et en réalité, il est prenable dans le domaine. Est-ce que Chandler le sait et du coup essaye de le cacher? Ou est-ce qu'il en est pas conscient? Est-ce qu'il se voit plus beau qu'il ne l'est dans le domaine? Ou est-ce que Grant Dawson a tort, hein? Je ne sais pas, mais ça m'avait beaucoup fait réfléchir sur Michael Chandler, Oui, tu vois, parce que pour ses c'est adversaires, vrai. Ouais, comparé tu à vois, ce pour qu'on ses disait tout à adversaires, de l'heure ou savoir, excuse-moi. c'est ça. Vas-y, je t'en prie.
Je disais que pour ses adversaires, de savoir que le gars est puissant debout, explosif, mais qu'en plus il peut t'envoyer un takedown, c'est un facteur à prendre en plus qui peut te faire baisser les bras quand il faut pas. Alors que si tout le monde commençait à se dire: «Ouais, sa lutte en fait elle est surcotée, il nous la vend comme ça, mais elle ne l'est pas vraiment», les gars vont commencer à remonter les mains et ça va devenir plus dur pour lui de mettre des KO. Je sais pas, tu vois? Je ne sais pas. Mais c'est quelque Ouais, chose, bah, je pense, à creuser peut-être. il a quand même dominé Poirier pendant, 1 round et demi avec sa lutte, hein, C'est vrai, c'est pratiquement, vrai, donc c'est vrai, c'est vrai. même s'il en a pas beaucoup montré, on a vu, Benoît Saint-Denis réussir à faire un premier round contre Poirier, effectivement, où il l'avait dominé aussi un peu grâce à sa lutte et ses takedowns, mais il avait pas réussi à faire énormément de dégâts, il avait pris une bonne position, il avait pris le dos, donc en gros Dustin Poirier, tout ça pour dire que c'est un très bon grappleur aussi. Il sait très bien défendre, on l'a vu contre Khabib ou contre Islam Makhachev et au final, bah, il s'est quand même fait dominer pendant tout un round par Chandler. Donc si Chandler décide de lutter, je pense qu'avec sa puissance, il a quand même les contrôles nécessaires pour garder au moins son adversaire sur le dos ou au moins pouvoir lui prendre le dos et mettre des frappes. Après avec son physique trapu, Chandler, c'est compliqué d'aller effectivement attraper le dos, fermer et faire un étranglement arrière. Ses bras sont petits, courts et du coup, c'est vraiment pas pratique. Un physique comme celui d'Oliveira est bien plus simple, hein, bien plus, c'est bien plus adapté, je veux dire, aux soumissions et aux étranglements, en tout cas, je trouve. C'est ça, surtout avec les longs segments de Pimblett, hein, là, c'est vrai que ça peut jouer pour Chandler, à ce niveau-là, même si on est tellement au haut niveau que les mecs savent tout faire, bien sûr, hein. Là, on grossit le trait, hein, pour expliquer un peu la situation. Mais, Ouais, c'est voilà, en vrai. tout cas, s'il faut retenir quelque chose de ce combat, je pense, c'est attention à l'explosivité de Michael Chandler, surtout dans les premiers rounds. Grosse interrogation du côté de Pimblett, hein, il va être testé pour la première fois de sa carrière à l'UFC. Là, il fait une grosse marche en avant. Son sol est dangereux. Il peut frapper fort aussi, Pimblett. Attention à son menton. Voilà, la grosse frappe de Chandler et le menton haut et la garde de base de Pimblett, forcément, ça va pas ensemble. Maintenant, voilà. Et moi, je trouve qu'il y a énormément d'interrogations du côté de Pimblett, ce qui fait que j'ai du mal à pronostiquer ce combat. Tu vois, j'en ai pas encore assez vu de la part de Pimblett Ouais, pour te dire, ok, ouais, il va se passer effectivement. ça. C'est le truc, Bah, il va être testé, hein, il va être testé, hein, ça on peut le dire, hein, contre Chandler, il va être testé au plus haut complètement. niveau, hein, et là, on aura la réponse effectivement samedi, mais comme toi, je reste partagé, 50-50. Je sais que Chandler, bon, et voilà, c'est 4 défaites en 5 combats, mais contre le très haut niveau. On va voir si Paddy Pimblett effectivement fait partie de ce très haut niveau. On aura la réponse samedi, mais je reste assez partagé, ouais. C'est ça. Et puis on a d'un côté Chandler qui squatte le haut de la catégorie depuis qu'il est arrivé, hein. Il est arrivé, il a mis un KO, il a eu sa chance pour le titre et ensuite il a toujours été un combat de l'avoir. Contre Pimblett, lui qui arrive hors du top 15, qui a eu quelques combats, on va dire, contre des mecs peu connus, 3-4 combats. Et puis ensuite il a commencé à prendre Ferguson, il a pris Green. Voilà, il s'est construit petit à petit. Voilà, il veut se faire sa place au sommet, contrairement à Chandler qui lui voudrait bien la garder. Voilà, le choc des générations, comme on Effectivement, pourrait ouais. dire un Bah, petit peu. Chandler, il y en a plein qui disent qu'il a un peu dans les petits papiers de Dana White, mais bon, c'est quand même un triple champion du Bellator, Mais faut c'est pas ça, c'est l'oublier. ça. Et voilà, depuis qu'il est arrivé, chaque combat est un fight of the night. L'UFC aime ça, ça reste un show qui doit vendre, donc ça reste, on met en avant les combattants spectaculaires. Donc non, moi je suis pas étonné que Dana White le garde dans ses petits papiers. Et puis Chandler, il est toujours correct, il est toujours voilà, toujours présent pour le jour de combat, il est toujours à la pesée. Enfin, il y a pas de problème avec lui, donc je pense que l'UFC effectivement ils savent que c'est vendable, donc c'est toujours vendeur, donc c'est bon pour eux. Donc ils risquent pas, à mon avis, de le virer du jour au lendemain comme ça, même s'il perd encore à Je suis nouveau. d'accord. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. On va dire que l'engouement autour de Chandler, il est quand même justifié parce que pour avoir revu ses combats, il perd contre Guedji, il perd contre Poirier, mais ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à des C'est détails et le vrai. spectacle était au rendez-vous. T'as la foule qui Et le hurle dans la premier salle, hein, combat quand tu contre écoutes avec Oliveira le son. aussi, hein, bien sûr. Et la Complètement, de toute première façon, il défaite l'avait contre dit. Oliveira, il est passé à un cheveu de le finir. Exactement, il l'a dit, hein, je me suis vu avec la ceinture. Quand Oliveira est tombé sur les fesses, je me suis dit: «Ça y est, je suis champion de l'UFC», il l'avait dit après le combat, hein. Et on peut comprendre. Surtout qu'Oliveira, c'est pareil, le style shoot et box, j'ai la garde haute, mais j'ai la nuque raide, fait que je prends beaucoup de coups. Donc tu pouvais te dire dans ce combat-là: «Attention, l'autre il va frapper comme un camion, il peut te l'allonger». Bon, bah, ça s'était pas passé comme ça malheureusement, mais il était pas passé loin, hein. Il était pas passé loin, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, bah, je pense qu'on a bien fait le tour pour ce combat-là, ce co-main event Ouais. qui aura lieu en 5 rounds, hein, je le rappelle. Est-ce que la sensation Pimblett, l'étoile montante, va réussir à venir détrôner le vétéran Michael Chandler, l'explosif Michael Chandler? C'est vraiment toute la question. Je vais y aller avec Chandler sur ce combat-là, même si, comme je te l'ai dit, beaucoup d'interrogations du côté de Pimblett. Ouais, Je sais pas c'est toi ce que je ce me que tu disais vois, hein, mais aussi,
Je me disais aussi Chandler, il y a toujours, moyen de nous faire vibrer et puis bon, tenter peut-être moi je me dis il a une belle cote à 2,23 en simple, pourquoi pas justement? C'est quelque chose qui je pense, va mettre encore plus d'attrait sur ce combat et on va vibrer samedi soir du coup quand la cloche va sonner, hein, ça c'est clair. Complètement, complètement. Écoute, sur cette carte principale, hein, avant peut-être de dire un mot de l'UFC Miami en général, des prélims, il nous reste ce que tout le monde attend, le main Ah le event, main event, l'ancien champion Alexander Volkanovski contre lui aussi une sacrée étoile montante, un Diego Lopez qui est sorti de nulle part ah ouais. pour la ceinture vacante, laissée vacante par Ilia Topuria, qui a décidé de se lancer à la conquête de la ceinture du dessus, celle des poids légers, passer des moins de 66 à celle des moins de 70. Écoute, je te laisse nous présenter ces 2 Ouais. combattants. Ça marche. Donc Alexander Volkanovski, il est australien, il a déjà 36 ans, 26 victoires pour seulement 4 défaites. Sur les 26 victoires, 13 finishes par KO technique, 3 soumissions et 10 décisions. Pour ces 4 défaites, il perd 3 fois par KO technique et une fois par décision. Son dernier combat, c'est sa défaite par KO contre Ilia Topuria à l'UFC 298 au mois de février 2024. Il est donc opposé à Diego Lopez. Lopez, il est brésilien, il a 30 ans, 26 victoires pour 6 défaites. Sur les 26 victoires, 10 finishes par KO au KO technique, 12 soumissions et 4 décisions. Pour ces 6 défaites, il perd 2 fois par KO au KO technique et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Brian Ortega par décision unanime au mois de septembre 2024. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1,82 m pour Alexander Volkanovski contre une allonge de 1,84 m pour Diego Lopez. Et pour les cotes, on retrouve légèrement favori l'ancien champion, Volkanovski avec une cote à 1,76 contre une cote à 1,95 pour le Brésilien. Bah, écoute, plutôt complet. Bah, moi, écoute, ce que je vais te dire, c'est que le Volkanovski au top, je le vois battre Diego Lopez, je le vois tellement capable de mixer les choses comme il l'a fait par le passé. C'est un striker de très haut niveau, on l'a vu face à Holloway, hein. Rien qu'Holloway, tenir tête à Holloway en striking, c'est déjà énorme. Pareil contre Rodriguez et puis au sol, il l'avait fait contre Makhachev. Dans le premier combat, ce qu'il avait montré, c'était monstrueux. Donc le Volkanovski au top, je le donne favori. Maintenant, 2 défaites de suite, 2 KO, quand même pas mal de plus d'un an hors de la cage, hors de l'octogone, même s'il a continué de s'entraîner, il a commencé son camp d'entraînement très tôt, on le sait, hein. Et voilà, quand il a senti que l'envie était de retour, il est retourné à la salle. Et quand il a senti que le cardio était là, qu'il était prêt à rattaquer un camp, il a donné son feu vert à l'UFC. Donc il ne revient pas sur un combat qui prend à la va-vite comme ça. C'est quelqu'un de très posé, de très intelligent, Volkanovski. Maintenant, comment tu reviens de 2 KO mentalement, bien sûr, mais aussi ton menton. Est-ce que le menton est là? Parce que Lopez, ça frappe très fort, ça va te mettre la pression. Lopez peut le faire douter très rapidement dans le combat, même si c'est un combattant assez patient. Lopez, il se jette pas bêtement. Mais si au bout de 2 minutes de combat, tu es déjà touché, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas dire ça y est, c'est reparti, je vais me reprendre un KO comme ça a été le cas contre Makachev, comme ça a été le cas contre Topuria? Voilà, hein, tout ça. Et puis même ces 2 défaites, Makachev, Topuria, faut rappeler qu'il prend le deuxième combat contre Makachev en short notice et qu'ensuite il revient très rapidement, je crois que c'est 5 mois après contre Ilia Topuria. Donc les éléments n'étaient pas pour lui, les scénarios n'étaient pas pour lui, le timing n'était pas bon. Est-ce que c'est des choix de Ouais, carrière qu'il va payer seulement maintenant? 4 C'est mois. ça, 4 mois, c'est 4 dingue. mois. Est-ce qu'il va le payer maintenant, tu vois, sur 2 mauvaises décisions? Ça serait très dur pour lui. Maintenant, comme je l'ai dit, pour moi, j'ai quand même Ah là, Volkanovski il a quand favori. même pris un C'est an, hein. ça, 1 an pour se reconstruire. Il a pris un an de repos effectivement et c'est vrai que je suis assez inquiet aussi, hein, parce que Diego Lopez, il a continué de confirmer combat après combat, même si contre Danige dans le troisième round, le cardio n'était plus là et ça, c'est une grosse inquiétude pour un 5 rounds. On l'a toujours pas vu faire de 5 rounds, hein, effectivement. Pour l'instant, il avait remporté ses 1res victoires, à part contre Movsar Evloev où il perd par décision, mais il avait pris donc le combat en short notice, hein, quand il était arrivé. Il avait fait sensation parce qu'il avait tenu tête à Evloev en montrant un jeu ouvert en striking comme au sol et il m'avait semblé assez complet. En tout cas, j'avais retenu de ce combat-là, moi, à l'époque, Diego Lopez dans ma tête, j'étais pressé de le revoir combattre après cette Bah, défaite comme tout contre le monde, je Evloev. pense, hein. Vraiment, il avait fait grosse impression. Il n'avait pas fait que, Ouais. limiter la casse, il avait attaqué, il avait fait le combat, hein. Même si, comme Ah tu le dis, ouais, le ouais, ouais. cardio s'est écroulé à un moment, il a été dangereux jusqu'à la dernière seconde avec ses tentatives de soumission. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je m'attendais pas en fait à voir Evloev avoir autant de mal, même si Evloev a gagné, il avait eu beaucoup de mal. Et après, bah derrière, hein, il nous sort des victoires par KO et par soumission au premier round contre Sodiq Yusuff, Pat Sabatini, contre Gavin Tucker. Donc il monte petit à petit. C'est vraiment contre Danige en 2024 où bon, le dernier round laisse un peu des doutes, mais contre Ortega, bah pareil, hein, il me semble de mémoire. Alors j'ai pas revu le combat, mais il me semble que contre Ortega, ça devient compliqué dans le dernier round aussi, hein. C'est ça.
pour, C'est ce que Diego j'allais te Lopez. dire justement, tu vois? Moi de mémoire, alors c'est dingue, le combat contre Ortega, c'était en septembre dernier à la Sphère. De mémoire, il avait battu Ortega au premier round, me demande pas pourquoi. Et j'ai revu le Ah combat, ben c en fait, il l'a mis très en difficulté au premier round, ah mais ouais, après ouais, ça a ouais. été jusqu'au troisième. Et franchement, moi, à partir de là, je commence à avoir des doutes sur Lopez. OK, il a mis des super KO, des super prestations, très rapidement dans ses combats précédents. Quand il prend Daniguet qui prend le combat en short notice, de quelques heures, hein, on s'en rappelle. Tu me diras, un short notice, c'est pour les deux. Donc Lopez peut être troublé par ça. Il avait quand même montré des lacunes dans le cardio. Et contre Brian Ortega, c'est pareil. Ortega, malgré qu'il ait pris un premier round de l'enfer, il est vraiment pas passé loin de la correctionnelle. Il revient très bien dans le combat. Et Lopez, c'est pas au top. Donc je me dis, attention là, contre Volkanovski, il va pas falloir faire ça parce que Volkanovski, il va monter en puissance au fur et à mesure des rounds. Et il peut te toucher debout, t'amener au sol, il peut vraiment te faire très mal, hein. Volkanovski, il est ultra complet comme combattant, très intelligent. Contre Rodriguez, avant de mettre KO Rodriguez, il se fait toucher deux, trois fois. On se dit, oh tiens, le combat est en train de basculer du côté de Rodriguez. Pas de panique, je recompose, je sais ce que j'ai à faire, je te touche. Et quand t'es touché, je t'amène au sol. J'ai l'instinct du tueur en plus. Mais cette Volkanovski est façon vraiment faire attention à lui, hein. de finir Rodriguez, ah ouais, c'était impressionnant, surtout après la défaite contre Islam, en 5 rounds où ça avait été voilà, il avait fait un 5e round extraordinaire. C'est vrai que contre Rodriguez, je m'étais dit: «C'est vraiment le roi des featherweight pour le moment» et dans le deuxième combat contre Makhachev, même si j'avais Makhachev, toujours favori, je me disais: «Ah, Volkanovski reste quand même très dangereux, il a ses chances». Bon après contre Topuria, c'est vrai que là, bon, Topuria a élevé peut-être, le combat à un niveau supérieur. Peut-être que c'était pas le nouveau champion pour rien. Mais c'est vrai que les 4 mois d'écart avec le KO qu'il avait pris contre Islam, c'était peut-être un peu court. Il aurait peut-être dû prendre son temps, plus de temps pour revenir. Après, il disait que c'est lui qui avait envie de recombattre. Mais bon, il a peut-être plus d'envie que ce que son corps peut suivre aujourd'hui à déjà 36 ans. Donc, hein, le temps passe pour lui aussi, malheureusement. Et Volkanovski, bah, ses derniers grosses performances, c'était déjà en 2023, ça fait déjà 2 ans. Donc là, 36, on va voir, on sait pas exactement. Après, je pense qu'il reste quand même en pleine forme. Je pense quand même que c'est un combattant qui est toujours arrivé très bien préparé. Je pense pas qu'il peut avoir un mauvais camp d'entraînement ou qu'il puisse avoir des doutes. Pour moi, il est dans sa tête, il est sûr qu'il va récupérer cette ceinture. Il se voit redevenir champion. Il se voit reprovoquer Topuria pour une revanche ou peut-être à nouveau, je ne sais pas, ah oui, peut-être la défendre contre Movsar Evloev éventuellement. Mais C'est ça, c'est ce qu'il a pour lui, annoncé, hein. je pense que niveau mental, il est là, hein, il est prêt, l'ancien champion. Ouais, ouais, complètement. Puis pour remettre les choses dans le contexte, hein, s'il y a des gens qui débarquent dans le MMA, Volkanovski, il est champion des poids plumes, il règne sur sa catégorie. Makhachev prend la ceinture de la catégorie supérieure à Oliveira et on organise un combat en Australie entre le champion des poids plumes, Volkanovski, et le champion des poids légers, Makhachev. À l'époque, je pense que Volkanovski va se faire manger. Surtout que dans le premier round, il se fait amener au sol. Je me dis, ça y est, c'est fini. Il résiste et il nous montre un niveau de sol exceptionnel, une capacité à casser la distance qu'on a rarement vue. Et il a toujours quasiment un désavantage d'allonge et il arrive toujours Ouais, quand même à s'en sortir. et Il un perd ce cardio combat, c'est très monstrueux, quoi. serré, hein. Cardio monstrueux, il perd contre Makhachev, c'est serré. On se dit, bon, ça aurait très bien pu basculer de son côté. Il termine très fort, hein. Makhachev est en grande difficulté, il est sur le dos, il prend des coups, On n'avait il jamais redescend vu dans sa Islam en catégorie. difficulté comme ça, Ben hein. c'est ça, totalement, il l'a rendu humain, hein. Il l'a rendu humain. Suite à ça, il redescend dans sa catégorie, il affronte Rodriguez. Rodriguez qui est devenu champion intérim du coup puisque Volkanovski était monté. Il bat Rodriguez et là, ce qui se passe après, c'est qu'on lui propose un combat en short notice contre Makhachev parce que Makhachev doit avoir sa revanche contre Oliveira. Oliveira se blesse, je sais pas, à 10 jours, 15 jours du combat. Volkanovski prend le combat. Il se prend un KO, pourtant ça se passait bien pour lui. Et il y avait eu une phase de clinch juste avant qu'il prenne le KO où il a dominé Makhachev, il a retourné Makhachev. Je me suis dit, mais quelle puissance, quelle technique. Ça va être dur pour le Ouais. russe. Effectivement, Malheureusement, il prend un high kick. Ah ouais, je l'avais trouvé en complètement, jambes, hein, complètement. ouais, même s'il se prend ce KO et que ça a duré que 3 minutes, c'est vrai que je l'avais trouvé en jambes, Volkanovski. Il avait pas l'air d'avoir une mauvaise préparation ou de pas être en forme. Après, bon, Islam, ce high kick à ce moment-là, voilà, c'était imparable et il a été touché au-dessus du crâne et c'est comme ça. Et Volkanovski était aussi humain, on l'a vu à ce moment-là, puisqu'il était, avant la première défaite, toujours invaincu à l'UFC, hein.
Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi et puis suite à ce combat-là, en plus, on s'en souvient, on lui dit: «Mais pourquoi t'as pris ce combat en short notice? Ça avait tes chances, fallait attendre et cetera» et là, le mec, il fond en larmes, il explique que quand il combat pas, il est sujet à la dépression, qu'il a besoin d'être actif, qu'il a besoin d'être en camp. Il envoie vraiment des signaux négatifs et 4 mois après, comme tu le dis, il revient contre Topuria pour défendre sa ceinture des poids plumes, hein, puisque la défaite contre Makhachev, il la prend en poids léger. Sa ceinture à lui n'était donc pas en jeu et Topuria qui est une version de Volkanovski peut-être plus jeune, très complet, qui frappe très fort, qui est bon au sol, qui est bon partout. Topuria le met KO et là on se dit bah ça y est c'est la descente aux enfers hein, malheureusement qu'est-ce que tu veux faire, tu prends 2 KO de suite, tu nous dis que tu es sujet à la dépression. Voilà là vraiment on avait beaucoup d'interrogations, il Ah, ça semble laisse des être de doutes, hein, c'est vrai. retour, ça laisse des doutes. Maintenant, j'ai entendu Ah, son coach à Volkanovski s'exprimer. Ce qu'il disait, c'est que la stratégie à suivre pour lui, c'est de faire reculer Lopez, de le coller à la cage, de l'amener au sol. Et même si Lopez est très bon sur le dos, Volkanovski, de par ses contrôles et son jeu au sol, pourrait le neutraliser et faire vivre à Lopez une soirée très compliquée. C'est vrai que ce c'est combat une pourrait possibilité, ressembler à ouais. ça, hein. Lopez, je pense qu'il aura effectivement ses meilleures chances dans le premier round, parce que dans ses 2 dernières prestations, vraiment, il me laisse des gros doutes sur son cardio, hein. J'aurais envie de partir sur Lopez en favori. D'ailleurs, les cotes ne s'y trompent pas, hein. C'est Volkanovski qui est favori légèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Franchement, j'ai des doutes. C'est ça, ce cardio, ce manque de cardio dans les fins de troisième round, tellement il donne, tellement il est généreux et tellement il a un volume monstrueux dans le premier round. Et le deuxième round que je me dis, voilà, s'il fait la même chose dans un 5 rounds, alors après, ça va être préparé en amont par ses coachs. Forcément, ils vont en parler Oui, ensemble, étudier, j'espère, c'est un bien sûr. combat pour le titre. Et peut-être que le premier round de Diego Lopez pourrait être différent. Sachant que contre Ortega, si ça passe pas, comme on l'a vu, bah, ça devient compliqué dans le troisième round. Et Volkanovski, s'il ne prend pas de KO au premier, je pense qu'il va dérouler quatrième et cinquième aussi, hein. Il sera Eh toujours en ouais, il y en a forme, même 5 à à faire, hein, c'est 36 ça? ans. Ah ouais, 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 son cardio, je pense qu'il sera là. Donc, Diego Lopez, grosse interrogation. Est-ce qu'il va être capable de venir avec un game plan, capable de ne pas tout envoyer dans le premier round pour essayer de finir son adversaire? Après, il peut tout envoyer dans le premier round et réussir à finir Volkanovski. Et là, on dira, voilà, on dira que c'est génial, que c'est le nouveau champion. Mais il y aura toujours des doutes sur qu'est-ce qui se passe si jamais on va au quatrième round, en fait. C'est ça et puis comme l'a fait remarquer le coach de Volkanovski, il a un striking très peu conventionnel, Lopez. Il commence ses enchaînements par des crochets. Il te met des enchaînements de crochets, on voit pas ça tous les jours. Et puis moi, j'ai noté qu'avec la fatigue, les crochets deviennent de plus en plus larges, de plus en plus lisibles. Il pourrait très bien se prendre un takedown en contre ou un direct du point arrière en contre, hein, se faire stopper là-dessus. C'est quelque chose qui est fort possible. Par contre, il a des bons uppercuts quand ses adversaires rentrent pour casser la distance, il t'envoie des uppercuts très puissants qui me font un peu penser à Justin Gaethje parfois. Donc ça pourrait être une solution pour lui hein, Oui, pour par stopper rapport à la taille, Volkanovski. C'est quelque chose qu'on pourrait il voir. y a alors encore une fois, il y a pas beaucoup de différence d'allonge entre les 2, hein. Je te l'ai dit Ouais, tout à l'heure, j'étais surpris. 1,82 contre 1,84, hein, il y a que 2 centimètres. Mais Volkanovski a de très grands bras, il a vraiment une grande allonge et je me dis, le premier round justement, Lopez, si ces fameux crochets ne passent pas, si vraiment il essaye d'insister sur la puissance et que, bah, il avait touché durement Ortega. Et puis là, surtout, c'est ce qui m'inquiète, c'est le changement de niveau d'adversaire. Dire, on passe de Danny Gue et Brian Ortega à Volkanovski. C'est sur le papier, c'est assez fou quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement Donc du d'accord, hein, coup, surtout j'ai que j'ai j'ai Volkanovski va peur, hein. monter en puissance et ouais, ça Ah, va j'ai être peur compliqué pour, pour lui. Diego Lopez, ouais, par rapport au changement de niveau dans la cage et la est-ce que la confiance ne va pas s'égrener au fil du temps si jamais il commence à perdre un round, un deuxième round, par exemple, il remporte le premier en passant pas loin de finir Volkanovski, mais passé le round 2, il finit par, Volkanovski commence à prendre la mesure, commence à réussir à l'emmener au sol, à le coincer contre la cage, commence à le fatiguer et puis Lopez dans le quatrième round a les bras extrêmement lourds, les mouvements, tout va devenir lisible comme tu dis, tout va être, un petit peu téléphoné. J'ai peur de ça, hein. S'il réussit pas à trouver le finish, en fait, Diego Lopez, je suis inquiet pour lui. Et puis pareil, la prise de risque hein, sur le dos, parce que si Volkanovski l'amène au sol, lui, il est capable d'essayer de lui mettre un renversement, de lui mettre une soumission. Si Volkanovski sort de ça, il va très vite se retrouver en side control, hein. Imaginons qu'il se retrouve au sol. Lopez essaye de mettre un triangle à l'Australien. Ça passe pas. Tout de suite, tu as Volkanovski en side control et là, ça va être compliqué. La montée est pas loin, la prise de dos n'est pas loin. Il peut se mettre dans le pétrin, hein, comme on a pour habitude de dire. Maintenant, je pense que le gros point d'interrogation, c'est comment va revenir Volkanovski. Est-ce que le menton est là? Parce que le menton va sûrement être testé dans ce combat-là. Et est-ce que la confiance va être là une fois qu'il va prendre les premiers gros coups? Moi, c'est ça vraiment ma grosse interrogation.
Par contre, si Volkanovski s'impose, je suis très content. Je ne veux pas le voir se retirer sur un nouveau KO, ça ferait très mal au cœur. Et surtout qu'on sait par contre que l'un comme l'autre, s'ils prennent la ceinture, ils veulent être très actifs. Ils ont déjà annoncé tous les deux que le prochain, ce serait Movsar Evloev. C'est bon pour le russe, c'est bon pour la catégorie aussi, c'est très sain, je pense, il le mérite Evloev, même si on peut dire qu'il est chiant, qu'il fait pas de trash talk, etc. Sportivement, il mérite. Donc combat là, vraiment combat au sommet. Lopez, s'il perd, c'est pas mort pour lui, il refait un ou deux combats, il est de Non, nouveau dans la discussion. effectivement, Il pourrait apprendre de ça en plus, hein, ça pourrait être une défaite qui lui serait bénéfique, très tout à sincèrement. fait. Prendre beaucoup Donc, d'expérience dans ce combat-là, ouais. ouais, exactement, hein, Moi, ce exactement. qui me fait peur, pour Lopez, pour Volkanovski, je veux dire, pardon, ce qui m'inquiète, c'est son combat contre Topuria. Effectivement, il a fait un bon premier round, mais je n'ai pas trouvé Volkanovski contre Topuria. J'ai pas retrouvé le Volkanovski qu'on avait contre Islam, même quand il perd au premier round par KO sur high kick. Et j'avais trouvé qu'il était bon, j'avais trouvé qu'il bougeait bien. Contre Topuria, dans le deuxième round, quand sa façon de reculer sur les frappes de Topuria juste avant de prendre le KO, c'est comme s'il avait accepté son sort à ce moment-là. Ça n'a pas de sens hein, de dire ça parce que je sais que c'est pas ça du tout, mais c'est l'impression que ça m'avait laissé où je me suis dit, oh là là, quand il a commencé à se faire toucher contre la cage comme ça en reculant, j'ai l'impression que c'était déjà perdu pour lui à l'entame du deuxième round, Volkanovski. Donc, j'ai peur de ça contre Lopez. Je me dis, bon, est-ce que l'envie est vraiment toujours là? Il dit que oui, mais on sait que les combattants, faut pas toujours écouter ce qu'ils disent avant le combat. Bah oui, Une bien fois qu'ils sûr. sont dans la cage, la motivation de la veille peut être différente le lendemain, une fois que les 2 premières minutes sont passées et qu'ils ont pris la mesure de leur adversaire. Donc, ça me laisse quand même des doutes et une chose est sûre, Diego Lopez a l'envie. Diego Lopez, bah, il a faim, hein, il est jeune, il veut la ceinture, il veut devenir champion. Volkanovski, est-ce qu'il a toujours cette envie après avoir été champion pendant autant de temps, après avoir déjà défendu sa ceinture autant de fois, après 2 défaites, après avoir goûté à une pause de 1 an sans combat où il a dû profiter de la famille, des amis, il a dû prendre son temps. Bien sûr, il a continué à s'entraîner, mais ça laisse toujours des doutes et les retours de champions déchus par le passé montre que c'est très compliqué. Très compliqué, Ouais, de je suis retrouver d'accord. des champions après une fois qu'ils ont perdu leur ceinture et qu'ils ont subi une deuxième défaite. Il me semble d'ailleurs qu'aucun champion n'est revenu comme ça, à part peut-être Randy Couture à l'époque. Vraiment, je vois pas de combattant être revenu au plus haut niveau, passé un certain âge, hein. Ça me paraît compliqué pour Volkanovski, peut-être qu'il va être le prochain à le faire, c'est possible. Il a montré jusqu'à aujourd'hui telle force dans la cage que s'il y a bien quelqu'un capable aujourd'hui de le faire, ça peut être lui. Mais je dois avouer que j'ai des doutes à cause de sa défaite et de sa prestation contre Topuria, ouais, dans le deuxième round. Ouais, ouais, je te rejoins totalement. Ils en sont pas au même stade de leur carrière. T'en as un qui a tout à prouver, alors que t'en as un qui peut-être juste veut se retirer. Bon, il veut pas se retirer suite au combat, mais il veut pas partir sur une mauvaise performance. Tu vois, il veut de nouveau régner, mais c'est différent. Bien entendu, hein. Les choses sont totalement différentes. Et ce que tu Ouais, disais, c'est vrai, des champions qui perdent et qui arrivent à revenir. Oui, bon, on a eu Georges Saint-Pierre, mais il n'était pas fini dans sa carrière, il était encore jeune. Là, tout à fait, Volkanovski, il y a l'âge qui est là, il y a le temps passé dans la cage, et tout est c'est cumulé pour te ça, dire, c'est peut-être le moment d'arrêter. Et ouais. c'est bien sûr ça Un qui peu peut comme, faire peur pour lui, hein. Israël Adesanya par exemple, plus récemment Voilà, quoi, voilà, voilà. ou Kamaru Usman, même s'il a pas encore fini Kamaru, mais voilà, c'est ça. Quand les champions qui ont tellement été dominants perdent derrière, ils perdent un petit peu de cette superbe et j'ai l'impression que le retrouver paraît presque impossible, en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Daniel Cormier m'avait impressionné, hein, perdre contre John Jones, monter chez les lourds et réussir à faire ce qu'il a fait, ça montre un certain niveau, une certaine détermination, hein. Très franchement, Cormier à Ouais, son âge c'est en vrai. plus, c'était très impressionnant. C'est C'était vrai que très, Cormier très l'avait fait. impressionnant. J'avais aussi plus loin en arrière, Shogun. Moi, je suis un de mes combattants Oui, préférés des débuts du MMA, c'était Mauricio Shogun Roi et il avait été champion du Pride Grand Prix 2005 de façon spectaculaire. Il avait roulé sur les opposants qu'on lui avait donnés dans l'organisation japonaise et quand il est arrivé à l'UFC, il a eu cette première défaite contre Forrest Griffin à l'époque qui me laissait dire, c'était peut-être compliqué pour lui le retour et puis au final, il avait réussi à revenir au plus haut niveau, devenir champion en battant Machida qui était encore invaincu à l'époque en 2009 ou 2010, ouais 2010. ouais, c'est pareil, Donc hein. effectivement, ça peut arriver parfois, des combattants peuvent avoir un moment difficile et peuvent revenir. Mais voilà, là c'est l'âge de Volkanovski. Shogun avait encore la trentaine à l'époque, donc Volkanovski c'est l'âge qui me laisse aussi des doutes parce que je trouve qu'il a vraiment un mental de champion, mais des fois on a beau avoir le mental, un très bon mental, c'est simplement le temps et l'âge qui nous rattrape, hein. Ouais, bah, oui, totalement, tu peux pas aller contre ça, hein.
Je pense qu'on a bien fait le tour de ce combat. Si on devait Tout à fait. résumer, tu as une étoile montante, Lopez, une fois de plus, un gars qui avait perdu au Dana White Contender Series, qui fait ses débuts UFC en short notice contre Evloev, qui était déjà classé très haut, qui perd mais qui impressionne, et depuis qui est sur une série de dingue, hein, qui a enchaîné les victoires, qui vient affronter Volkanovski, l'ancien champion, qui a régné, qui est sur 2 défaites par KO de suite, une pause de 1 an, mais qui a été tellement dominant, qui est tellement complet, qu'on ne peut que se dire que s'il est au top de son niveau, au top de son jeu, ça va être très dur pour Lopez. Maintenant, est-ce qu'il va être au top de son jeu, Volkanovski? Toute la question est là, et là, à part lui, personne ne le sait, hein. Je pense qu'elle est là, la grosse Effectivement, hein, c'est vrai. interrogation. Je vais quand même y aller avec Volkanovski, j'ai envie de croire en lui, j'ai pas envie de le voir prendre un KO puis se retirer. Je pense que s'il prend un KO, je le vois pas continuer non plus. J'ai pas envie de le voir affronter des mecs classés 8, 9, 10, tu vois, ça ferait pas vraiment de sens. Ouais. C'est un gars qui est là Non, pour être champion ou rien. s'il perd, il se Donc retire, ce serait mieux, je pense effectivement, à moins de revenir voilà, pour un hein, money complètement. fight, un gros money fight sur le papier, mais sinon oui. Je pense Ouais, qu'effectivement le que s'il combat, perd, vaudrait mieux qu'il se retire, hein. totalement. Pourquoi pas faire le combat de retraite de Dustin Poirier, légende, ça serait une légende, hein, un peu le Volkanovski qui monte. Maintenant, si Volkanovski est sur 3 défaites de suite, est-ce que ça va intéresser Poirier? Je sais pas. Ah, Je viens d'y penser ce comme ça, serait j'avais quand pas même, pensé jusqu'à maintenant, ouais, mais ce serait quand même énorme. Je pense que ça serait quand même énorme et si j'étais Poirier, je pense que j'accepterais un combat pareil parce que Volkanovski, c'est un nom. Il a fait, voilà, il a fait quand même quelque chose d'exceptionnel à l'UFC dans la catégorie featherweight. Donc non, ouais, ça reste. Alors, tu me dis que toi, tu pars sur Volkanovski. Moi, j'avoue que j'ai plutôt tendance à partir sur Lopez. J'aurais envie de tenter le challenger pour ce combat-là, me dire, voilà, ce petit doute pour le combat contre Topuria, le temps, l'âge. J'ai envie de tester la jeunesse, la folie et ce qui est capable d'amener Lopez dans la cage. Et je me dis pourquoi pas tenter sa cote. Effectivement, ce serait vraiment comme pour Michael Chandler, un petit peu aller chercher la grosse cote et espérer un finish dans les premiers rounds. bah, ouais, écoute, je pense que tout ça est possible. De toute façon, ça reste du MMA de très haut niveau, tout est possible dans la cage, bien sûr. Ce que je te propose, c'est de un mot rapide des prélims, juste pour que les gens sachent. On a quand même Dan Ige qui sera main event des prélims, logiquement, contre Sean Woodson. Woodson qui est un ovni dans la catégorie, on est chez les poids plumes. Woodson, il est vraiment très grand, il pose problème à n'importe qui. Je vais te dire tout de suite, hein, il fait, si je dis pas de bêtises, 1,87 m Woodson pour un poids plume. C'est énorme, il est à 13-1 en carrière, il est sur une série d'invincibilité énorme, il a battu Youssef Zalal, il a battu Charles Jourdain, c'est vraiment très très fort de son côté. Bon, Dan Ige, c'est un vétéran, on le présente plus, on en a parlé d'ailleurs pendant la vidéo. On a aussi le vétéran des vétérans, j'en ai parlé dans ma vidéo de mardi soir, Jim Miller, 38-18 en carrière, 41 ans, recordman absolu à l'UFC, qui affronte Chase Hooper. Alors Chase Hooper, on a toujours l'impression que c'est le petit jeune qui vient de débarquer. Bon, bah Chase Hooper, il a 25 ans, il est arrivé très jeune à l'UFC. 15-3 et un draw en carrière, il y a de l'expérience quand même qui est là. Il vient de battre Clay Guida, j'allais dire Michael Chiesa, il a battu Clay Guida, un vétéran, il Ouais, prend un deuxième vétéran. La petite histoire est marrante, hein, l'histoire se met en place. C'est pareil, il est ouais, sur une série de 4 victoires, j'aime bien Chase deux Hooper. Ouais, il est grappleurs. impressionnant. Ouais, 2 grappleurs en plus, hein, ça va être super intéressant. Ça se passe en prélim. On retrouve aussi le vétéran Darren Elkins contre un autre vétéran, Julian Erosa. Elkins, c'est vraiment un grinder. Alors moi, j'aime beaucoup. J'ai souvent dit que j'aimerais un jour lire le livre d'un mec comme ça, de Darren Elkins, qui doit avoir une vie, comme on dit parfois, de besogneux, hein. Je sais pas s'il vit du MMA, s'il donne des Ouais, cours à côté, mais c'est un mec qui a pas fait des ah, je millions, mais pense, qui est hein. là depuis des années. Tu vois Il a sa déjà tronche, 40 tu vois ans, qu'il a pris des coups. Mais ouais, c'est ça. hein. Darren Elkins, franchement, sacrée carrière. Et puis quand même la française Nora Cornol qui va ouvrir les early prélims logiquement. Ah Donc oui, quand même une oui, oui, tout française à à fait. Miami, ça Contre se salue. Hailey Cowan, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai. ça. A fait pas beaucoup de bruit, mais elle est là. Donc souhaitons lui le meilleur, bien sûr. Je sais pas si tu avais Tout à quelque chose fait. à rajouter sur ces prélims, sur cette carte, s'il y a quelque chose Bah qu'on n'a non, pas ouais, je dit. pense qu'on avait fait le tour. Alors les prélims, là, ouais, tu viens de résumer, hein, Miller, tout ça, Danny Gue, ça reste quand même intéressant. Je pense que l'UFC sera intéressant à regarder dans son entièreté, hein. Souvent, je regarde moi des fois que les cartes principales quand j'ai pas toujours accès aux prélims. Mais des fois, les prélims comme celle qu'on a là, je pense, va être assez intéressante. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux regarder l'UFC dans sa totalité. Ouais.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis pour conclure, peut-être un petit mot, l'UFC Miami, ça fait toujours beaucoup d'écho. Je sais pas ce que tu en penses. L'année dernière, on a vu Sean O'Malley en main event, contre Vera. Il avait défendu sa ceinture. Le côté Miami, j'ai l'impression que ça excite tout le monde. Je sais pas si ça fait penser à GTA ou à Miami Vice ou je ne sais pas. Mais, c'est Ouais, peut-être. Miami, tu dis ça même aux États-Unis, hein. Dana White dit toujours que c'est le meilleur État, la Floride, qu'il aime beaucoup. Enfin, tu vois, il y a toujours quelque chose qui se crée. Ils font de très belles cartes. Ce sont des Ouais, il y cartes a une complètes ambiance qui ne autour, reposent hein, pas c'est que vrai, sur hein. un main event. C'est ça. Tout y est. Ah ouais, non O'Malley, mais l'année dernière, la il était carte est arrivé avec son magnifique, hein. short rose et franchement, tout le monde joue le jeu. UFC Miami, c'est un rendez-vous qui devient tous les ans, un gros rendez-vous. On en a quelques-uns comme Ah ouais, ça. ouais, Tu as l'UFC Miami, tu as l'International Fight Week, tu ouais, as grosse l'événement hype, hein. Abu Dhabi qui est toujours quelque chose aussi et puis Ouais, on pourrait citer aussi, pourquoi pas l'événement du mois de décembre, on clôture toujours l'année avec quelque chose de très, très sympathique en général. tout Donc à voilà, fait, ça ouais. fait partie des C'est rendez-vous vrai. Miami et voilà, je pense qu'on peut espérer une très grosse carte. On devrait pas être déçu, hein, il devrait y avoir du spectacle quand tu as des mecs comme Chandler sur la carte, tu sais que ça va donner. Tu as un gars comme Pitbull qui vient faire ses débuts, Ah ouais, je ouais. pense qu'il Ah a moi pas je suis envie de hypé, hein. décevoir, il sait bah ouais, il le sait peut-être un peu comme Michael Venom Page qui avait dit: «Je suis pas là pour un long moment, mais je suis là pour un bon moment». Je pense que Pitbull va raisonner comme ça. Il voit Michael Chandler qui a connu un second souffle dans sa carrière en arrivant à l'UFC. Peut-être qu'il en rêve aussi, même si moi je l'ai déjà dit, j'y crois J'espère pas pour trop. lui que Maintenant, c'est qu'il est tout ce pas que je trop lui tard, souhaite. hein, effectivement, hein. Il a C'est peut-être bah oui, bah attendu un oui. peu vraiment, hein. 7 ans déjà, ouais. Chandler, lui, il est déjà arrivé depuis 4 ans, donc bon, à voir samedi. Exactement, exactement. Je pense qu'on a été assez complet. On arrive à 1 heure et demie d'émission, pour Ah résumer déjà? 5 combats. C'est plutôt pas mal, hein, on aurait même pu Ah tirer un petit peu en bah, parlant de Carlos Prates, mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion de se refaire une émission comme ça pour le Prates Gary ou avec, je ne sais quoi. avec grand plaisir. Voilà. Bah, c'est vrai que d'habitude, dans mes vidéos sur ma chaîne, j'essaye de faire aux alentours des vidéos de 20 minutes. J'essaie d'aller C'est vite et pareil. souvent j'ai pas le temps de m'étaler, mais là, si on en parle comme ça, oui, je pourrais en parler pendant 2 heures moi aussi, effectivement. Bah, totalement. Quand tu as quelqu'un qui te donne la réplique, c'est bien. Puis je pense que pour les gens qui vont écouter aussi, c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Le montage, on va essayer de faire au mieux. Monter 1 heure et demie de vidéo avec seulement des vidéos Ça va postées par pas les être combattants, simple. ça va pas être facile. On va essayer d'être assez Mmh. concis, que vous ayez le combattant, son pays, ses points forts, ses points faibles, quelques photos pour imager. Voilà, on va faire au mieux. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que tu peux écouter en podcast, hein, quand tu vas courir, quand tu es en voiture. Pas forcément C'est besoin de ça. regarder, même si on fera au mieux, bien sûr. Je fais quand même les rappels, n'hésitez pas à nous suivre. UFC Analyse et Pronostic, je crois que si je dis pas de bêtises, tu approches des 1000 abonnés. 1000 abonnés, c'est la Tout à fait. monétisation. Forcément, tu fais pas des millions avec la monétisation YouTube, mais c'est quand même une belle récompense. Tu peux investir sur ta chaîne ensuite. C'est assez C'est ça. intéressant. Donc, Puis il likez me la manque vidéo, une allez vous trentaine abonner. d'abonnés et j'aurais atteint les 1000, Ouais, ouais, plus qu'une trentaine. tu y arrives, voilà. On y est Comme on en presque a déjà parlé, grâce hein, toi à tu toi en fais. partie, hein. Avec ta Bah merci, non, publicité, ça me ouais, fait c'est vrai que ça m'a plaisir. amené beaucoup d'abonnés, hein, effectivement, qui sont venus de ta part et qui apparemment n'étaient pas déçus. J'ai eu beaucoup de messages, positifs. Non, non, franchement, ce que tu fais, moi j'aime beaucoup, hein, pour les gens qui te connaissent pas. En fait, tu nous présentes une fois la semaine la carte du week-end, tu donnes les cotes, tu fais un retour sur l'événement passé, tu présentes les combattants, c'est très important. Est-ce que c'est un striker? Est-ce que c'est un lutteur? Est-ce qu'il a l'avantage de la longe? Est-ce qu'il l'a pas? Tu mets les choses dans un contexte, ce qui fait que quand les gens allument leur télé, ils savent à quoi s'attendre. Ils ont en tout cas des pistes de réflexion. Et comme je te l'avais C'est dit, tu ça, fais une vidéo par j'essaye de semaine, donc c'est pas facile ouais, d'aller gratter les abonnés, hein. Moi, je suis là tous les jours pour bien faire de sûr. l'actualité. Donc j'ai misé sur la quantité. Je me suis dit: «Allez, faut poster, faut poster, faut poster». Bien sûr, il faut avoir la capacité de le faire aussi, il faut avoir le temps et cetera, hein. Voilà, Après, c'est vrai que moi, je c'est dois quelque attirer, chose. bah, ceux qui aiment l'UFC et ceux qui aiment aussi faire, voilà, avoir des pronostics et peut-être, aller jouer les combats. Même si, voilà, je dis toujours, j'ai une approche très prudente avec les paris sportifs. Je suis pas fan non plus de ce genre de choses. C'est pour ça que moi, j'ai fait pas mal de vidéos dessus où j'explique effectivement quelle approche avoir une approche, toujours, pour, que ce soit récréatif de jouer et puis de rester raisonnable dans ses mises, c'est important. Donc si j'attire Eh pas oui. les gens effectivement qui aiment jouer et regarder l'UFC, c'est compliqué. Mais petit à petit, la chaîne grandit, les gens ont l'air d'aimer. J'essaie d'apporter voilà le maximum en enlevant le superflu et tout ce qui ne sert à rien, j'essaie de les présenter au plus court. Donc voilà, j'essaie d'améliorer mes vidéos à chaque fois que j'en fais. Donc j'espère que ça va plaire aux nouveaux abonnés en tout cas. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Je pense qu'on est arrivé au bout. Est-ce que tu as quelque chose Eh rajouter, bien, à oui, ajouter ou juste pas? te dire un grand merci pour cette invitation à faire un podcast avec toi, hein. Quand j'ai découvert ta chaîne, c'est vrai que je te suis depuis un moment maintenant, donc faire une vidéo avec toi, c'est vraiment cool. Vraiment, merci de l'invitation. Et bah, en tout cas, j'espère que ça va plaire aux gens qui nous écouteront.
C'est ça, bah, écoute, avec grand plaisir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais, couper la vidéo et nous, on reste en ligne quelque temps, le temps de se mettre d'accord sur le montage et cetera. Mais on vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end de combat et pensez à vous abonner et à venir voir ce qu'on fait, que ce soit des formats longs ou des formats short parce qu'on en fait tous les 2. Chacun peut y trouver son compte et on vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Salut.